Ok, ça marche, ça a l'air de marcher. Donc, comme je disais, normalement, on ne devrait plus avoir l'affichage des webcams des gens, cette fois-ci. D'accord. Si, ça y est, toujours moi. Oui, mais vous le voyez, mais pas dans l'enregistrement. Normalement, ça ne sera pas dans l'enregistrement. Cool. Je vous ai épargné ma tête. Je me remontrerai après, mais c'est pour la clarté. Je vais croiser les doigts. Ok. De quoi on parle aujourd'hui? On parle d'API en général. Je ne sais pas du tout quelles sont vos connaissances sur le sujet, à quel point vous en avez créé, à quel point vous en avez utilisé. Je vous avoue que la formation, comme ça fait la 3e étape, je ne me souviens jamais de quoi il parle, etc. Et que même au début, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que vous avez suivi comme tuto. Moi, j'en ai jamais créé et à chaque fois, j'en ai consommé du coup. Ouais. Mais ouais, non, j'ai jamais créé d'API. Il y avait créé, c'était MicroChat. Pour ma part, moi, j'en ai jamais créé non plus. Par contre, j'en ai utilisé parce que, comme vous le savez, sur ce que je code en ce moment, je me branche à pas mal de choses. Donc, je me suis branché sur plusieurs choses en omni-haute, Microsoft Online, Google, Facebook, LinkedIn. Donc voilà, donc si on a un point sur tout ça, ça va être assez vite. J'ai compris la logique et j'ai réussi, mais c'est vrai que ce n'est pas encore complètement fluide pour moi. L'autre chose aussi, j'ai essayé de me brancher sur des API dont les gemmes n'étaient pas parfaites. Par exemple, Uber, ce n'est pas Uber qui l'a sorti, la gemme, c'est quelqu'un qui l'a codé. Et j'avais des problèmes, tu vois, j'avais vraiment des problèmes. Et donc, ça m'intéresse vraiment parce qu'effectivement, moi, quand je vais travailler sur Louis et sur le bot framework de Microsoft, tout est en endpoint de JSON. Ok. Donc, ça va vraiment être très… voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que je l'ai fait tout seul dans mon coin. Ok. Mais toi, du coup, c'est plus la consommation que la création d'API. Ouais, carrément. Mais pour j'ai regardé aussi un petit peu. Donc, je pense que les gens vont pas forcément, dans un premier temps, vont pas consommer l'API. Voilà, ça va vraiment être du… Ok. Est-ce que… Ouais, vas-y, Isabelle. Moi aussi, alors je suis plus côté, je consomme de l'API. Ok. J'utilise l'API pour faire du trading de crypto-monnaie. Ok. Voilà, mais j'ai des problèmes. Et en fait, j'utilise un wrapper typiquement, mais j'aimerais bien comprendre vraiment clairement comment fonctionne une API pour pouvoir faire moi-même ma connexion à l'API sans passer par des gemmes et des wrappers, quoi. Ok. Voilà. Cool. D'accord avec Isa. Okay. Et je me permets une petite remarque, par exemple, je prends le cas d'Uber qui est assez révélateur. Ils n'ont pas fait de spécifique, c'est quelqu'un qui a fait un wrapper. Et tu pouvais par contre utiliser des SDK dans d'autres langages et peut-être les mettre dans des containers ou dans des services. Un petit peu, mais via Docker, tu peux peut-être utiliser un autre langage dans Rails. Ouais. Ça a peut-être l'air bancal, hein, c'est pour ça que je m'en suis pas servi. Finalement, j'ai réglé ça en REST. Tu peux. Je conseille vivement de refaire son propre client à la main. Je pense que c'est beaucoup plus simple. En vrai. Voilà, c'était juste pour faire ça. Et donc finalement, ça s'est fini en REST pour ma part. Ok, tu fais directement des appels à la main. Ok. Ce qui peut être sympa, mais il y a des cas où on en parlera. Par exemple, moi, l'API du truc que je suis en train de coder, ce serait très difficile à faire des appels REST à la main à chaque fois. Ouais. Parce qu'en fait, on en reparle, hein, mais chaque appel vers mon API te renvoie un token que tu es obligé d'utiliser, que tu utiliseras pour l'appel suivant. Donc, moi, je change à chaque fois. Ouais, il y avait ces problèmes-là, effectivement. Ok. Sur des sandbox, j'avais pas de problème. Mais effectivement, si tu rentres en prod, c'est quelque chose qui mentionnait fortement. Et d'ailleurs, pour la sandbox, j'ai découvert un petit logiciel qui s'appelle Postman. Je pense que tu connais. Ouais, j'allais en parler. C'est génial. Hein. Oui, Postman, c'est super bien. Ok. Du coup, je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite sur la partie sur comment est-ce qu'on crée une API, parce que si vous n'en avez pas besoin, je pas vraiment. Moi, je trouve ça intéressant aussi. Donc, par exemple, ce serait utile si vous avez un front en React ou en n'importe quoi de JS. Hein. Je suis pas sectaire. Si vous pouvez faire de l'Angular, de l'Angular ou ce que vous voulez. Mais en général, il y a de plus en plus d'apps qui fonctionnent comme ça avec un back avec une API Rails et un front en React ou Angular. C'est ça. Ça devient de plus en plus commun et dès que vous allez avoir des apps qui sont un peu grosses, pour avoir un front-end qui est très réactif et qui est en single page, tu vas souvent avoir une app en React. En Rails, il y a plusieurs façons de le brancher. Éventuellement,
ce que tu fais, c'est que tu as vraiment deux apps séparées et qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Donc, du coup, tu es obligé, côté Rails, d'avoir une vraie API qui fait tout. Ok. Il y a des gens qui font un peu les deux, qui les mélangent. Ça dépend de comment c'est fait. Auquel cas, tu as besoin d'avoir une API partielle. Il y a des bouts de cette vidéo qui ne serviront pas. Mais bon, au pire, vaut mieux en faire trop que pas assez. Yes. Ok, pourquoi est-ce qu'on fait une API? Il y a deux grosses raisons. Ça va aller avec qui seront les clients. Il y a trois types de clients. Il va y avoir les applications mobiles, parce qu'en fait, ton application mobile, il faut qu'elle puisse parler à ton back-end. À moins que tu fasses un front qui est intégré, que tu visites avec. À moins que ce soit une page web, si tu veux faire une vraie application, elle parle à une API. Voilà. Donc déjà, ça peut être un bon cas d'utilisation. Et comme je disais, tous les fronts, entre guillemets, modernes en full JavaScript ont tendance à bien s'interfacer avec des API et à préférer faire ça. Okay. Ton troisième client, ça peut être parce que tu veux que d'autres gens s'interfacent à ton service sans forcément passer par un front, et qu'éventuellement tu veux qu'ils puissent créer des intégrations, je sais pas, avec Zapier, avec je sais pas trop quel truc. Il est où le... Oui. bleu? De quoi? Excuse-moi, allô? Oui. Ah putain, en fait mon micro marchait pas et juste quand je raconte de la merde ça marche. Ok, parfait. D'ordi parce que ça marchait pas. Ok. Bon, je vais éviter de parler. Non, mais tu peux parler, il n'y a pas de problème. En tout cas, enfin. Salut. Ok. Donc c'est vous, à mon avis, vos trois clients principaux. Ramzi, toi, je pense que tu l'auras dans d'autres cas, par exemple, comme tu fais quelque chose qu'un bot va appeler, etc., toi, tu auras une API qui sera appelée par un bot Messenger, par exemple. Ouais, c'est ça, et j'allais régler ça avec des webhooks, justement. Ça marche dans ce sens-là. Oui, mais de toute façon, ton webhook, il faut qu'il puisse appeler quelque chose sur ton web. Mais c'est pour ça que moi, je suis super intéressé. Enfin, c'est mon cours préféré, là. Je suis trop content. Ok, cool. Donc ça, ce sera en gros vos clients. Et du coup, en fait, dès que vous aurez besoin de servir autre chose que du HTML, en fait, dès que vous ferez pas que des views en HTML, vous serez obligé d'avoir une API. Ça permet aussi, même dans vos views, de faire des appels Ajax. Parce que ça peut simplifier les choses. Mais là, là, ce que je vais présenter, c'est plus un Rails qui sera que une API et pas du tout de front. Okay. Ma raison principale pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'aime pas du tout faire du front en Rails. Parce que Simple Form. Voilà, ce sera bon. Je sais pas vous, hein, mais moi, Simple Form, ça m'a traumatisé. C'est horrible. Tout à fait d'accord. Form fort aussi. Oui, non, c'est tous les mêmes. C'est horrible. Voilà. Et Remote True. Les Remote True, ça m'a aussi traumatisé quand j'en ai fait. Et voilà. Donc, du coup. Du React en front pour toi, Zaratan? Ouais. Moi, mon front est complètement React. Ah ouais? Ouais. Faut vraiment qu'on se colle au React alors. Ouais, il faut se mettre un jour. Il y a plusieurs frameworks, c'est pas obligatoire. React, le défaut, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de choses et de comprendre pas mal de choses pour pouvoir se lancer dans une app un peu solide en React. Si vous n'avez pas envie de faire ça et si vous aimez bien les conventions de Rails, Ember.js, apparemment, c'est vraiment bien. Ember ou Embed? Ember, comme ça. Justement, je voulais en apprendre un et je voulais vous demander lequel vous conseillez pour coller ça avec du Rails. Les deux marcheraient. Celui-là, il a l'avantage d'apparemment d'être très proche de Rails en termes de comment il fonctionne. D'accord. Voilà. Et il est relativement stable. Vince, tu me diras ce que tu en penses, mais je ne conseille pas Angular. J'ai été traumatisé par Angular. J'ai passé 3 jours, j'ai pas réussi à faire un truc correct avec. Mais honnêtement, Ember va vraiment ressembler à du Rails. Enfin, tu as des routes, tu as des generate. En fait, c'est des gars qui ont fait Rails. C'est des gars qui étaient dans la core team de Rails qui ont lancé Ember. D'accord. Donc, ouais. Donc en fait, il y a des trucs qui vont te rappeler des souvenirs, quoi. D'accord. Donc la courbe d'apprentissage est rapide. Elle est plus rapide que sur du React, clairement. Ça vaut pas le coup ça fera aussi bien.
Oui, il y aura certaines différences. React, par exemple, ça permet de re-render que des bouts de page. Par exemple, si dans React, je sais rien moi, je change ce bout de texte-là, éventuellement, je vais re-render que ce paragraphe-là et pas toute ma page. Humber, je crois que ça permet moins de faire ça. Et du coup, ça fait plus de rendering HTML, donc c'est un peu moins rapide. Et je pense que Humber en native, ça marche pas. La React, la grande puissance, c'est que tu vas pouvoir avoir ton React native qui te permet d'avoir des apps Android et iOS facilement. Ouais, donc autant investir sur du React, quoi. Voilà. Il faut savoir que React, c'est un coût d'entrée qui est un peu plus élevé. Combien de temps à peu près? 20 heures, 30 heures, 50 heures, 100 heures? Je sais pas. C'est difficile. C'est vraiment difficile à évaluer. Ça dépend aussi de votre niveau. Ça dépend de à quel point vous allez chercher les bonnes ressources. Parce que tu peux te perdre. C'est le problème de l'écosystème JavaScript. C'est le bordel. Il y a beaucoup de gens qui en font et il y a beaucoup de gens qui en font en mode autodidacte, etc. et qui en fait beaucoup en mode autodidacte et qui du coup commandent sur Stack Overflow, etc. Et des fois, tout Stack Overflow, tu vois des réponses et t'es comme non, c'est horrible ce que vous faites. Voilà. Ouais. Ça marche, hein, mais c'est souvent, des fois, c'est vraiment, vraiment horrible. Donc, faudrait un PHP React. Ça pourrait valoir le coup qu'ils se rajoutent des bouts, mais ouais, effectivement. Le problème de React, c'est que c'est lent. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça peut pas être juste une journée, on fait du React. Quoi. Oui, non, c'est pour ça un THP, genre 2 mois et demi sur React. Sur le front et le JavaScript en général, ça pourrait valoir le coup. Ouais, je pense. Un ça, on THP, fait 2 mois et demi de back avec Rails et 2 mois et demi de front avec React, quoi. Ouais, ça fait un truc un peu plus solide. Je pense que 2 mois et demi, c'est beau, c'est un peu trop, c'est beaucoup. Mais je pourrais. De toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo à un moment sur React. Cool. Si on peut voir celle-là la prochaine fois, si ça vous va, les amis. Yes. Toi, tu auras moins besoin de front, je pense. Ouais, moi, c'est sûr. Mais ça m'intéresse beaucoup, en fait. Je suis allé voir, et puis comme vous le faites, ça m'intéresse. Je suis intéressé intellectuellement par le fait de comprendre. React, il est là. Pour l'instant, il y a une personne que ça intéresse. Je vais aller trafiquer les bots, là. Mais je peux clairement en parler la prochaine fois si vous voulez. Parce que le problème de React, c'est que ça fait bien un truc et que du coup, tu es obligé d'installer 15 milliards d'autres trucs pour que ça fasse une app complète. Voilà. Donc, React tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Mais toi, tu vas utiliser React vraiment pour faire du portage iOS et Android assez rapidement, en fait. Moi, c'est pas pour ça que j'utilise, c'est juste parce que j'aime pas le front en Rails et que j'ai envie d'avoir une vraie API et ce genre de choses. D'accord. Ouais. Normalement, je vous ai donné accès à mon app qui fait ça. C'est le front. Donc ça, c'est mon front en React. Je pense qu'à peu près toutes les personnes ici y ont accès. Les commits sont pas mal unitaires au début. Donc, c'est-à-dire que, je vais le montrer. Genre les tout premiers commits, c'est je rajoute un script de démarrage, puis je rajoute Babel. Voilà. Je fais les trucs vraiment un par un. Donc normalement, si tu suis les commits juste au début, c'est facile. Et sachant que je suis un tuto que je vais vous filer tout de suite. Oh mon Dieu, où est-ce qu'il est, je pense qu'il est par là. Effectivement. Voilà. Bon, il y a des fautes dans le tuto, mais comme je me le suis tapé, normalement, c'est si vous suivez les commits ici, vous verrez qu'il y a les corrections de qu'est-ce qui ne va pas. Hop, je vais le poster par ici. C'est un peu long à faire, mais ça t'apprend pas vraiment React. C'est le gros défaut. Par contre, c'est comment est-ce que tu branches tous tes bouts ensemble. D'accord. React, il y a d'autres. Je crois qu'il y a une gemme pour créer son app en React qui intègre pas mal de trucs par défaut. Ça peut simplifier la vie aussi. Bref, on n'était pas là pour parler de ça à la base. Mais c'est quand même intéressant de se dire que quand tu as un front en JS, tu vas avoir besoin de ça. Ok. Je ne sais pas à quel point vous êtes allé dans la théorie sur REST et ce genre de choses. Je vais vous en parler rapidos parce que moi, c'est des questions qu'on m'a posées en entretien. Que j'ai vu poser en entretien, on ne les a pas posées. On m'a demandé d'expliquer ce que c'est
ce que c'est que safe et idempotent dans le contexte de REST. Je les ai vraiment mis là juste pour en parler. Hein. Donc, c'est safe, ça veut dire que quand tu vas faire une opération 2 fois, ça va se comporter exactement de la même façon. En général, c'est juste les get qui font ça. Tu peux faire ton get 3 fois sur la même ressource, elle n'est pas censée changer. Okay. Ressource, ça vous parle? Ouais, c'est assez générique pour moi comme terme. Mais... Ok. Alors, du coup, dans Rails, c'est assez bien montré parce que ça s'appelle ressources dans les routes aussi. Et en général, ça veut juste dire que ça correspond. En fait, en RESTful, on va manipuler donc des ressources qui vont correspondre à un type d'objet. Donc, ça peut être soit des utilisateurs, ça va être soit des. J'en sais rien. Si on parle d'un blog, ça va être des posts, ça va être des comments, etc. Donc, ça peut être nested, etc. Si le routing, c'est pas clair, on peut plus en parler, mais normalement, vous avez pas mal vu ça dans PHP. Et en fait, toutes tes ressources vont avoir un set de routes qui vont avec. Et en général, ça va être get sur la ressource normale, ça va être pour avoir un index. Donc, ça va correspondre à toutes tes ressources possibles, éventuellement avec des critères de recherche. Tu vas avoir un get sur / l'id. Donc, dans ce cas-là, ça va être pour avoir... Attends, je vais ouvrir le Rails Guide, ce sera plus simple. Rails Guide. Routing. Celui-là qu'on veut. Parfait. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est une ressource en REST. Et donc, du coup, tu vas... Exactement, les photos, ça marche très bien. Tu vas avoir photos avec... c'est toujours au pluriel. Tu vas avoir toutes les photos. Si tu rajoutes l'ID de ta photo, tu vas en avoir juste une. Si tu vas voir celles-là, elles sont discutables. Celles-là, elles sont parce que tu as besoin d'HTML. Dans une API, tu les auras pas du tout. Les edit et les new. C'est pour avoir les pages pour les créer, mais en fait, tu n'en as pas besoin. Post, c'est pour la création. Patch, put, c'est pour l'update. Et delete, c'est pour le destroy. Voilà. En gros, du reste, ça se comporte avec un verbe et un path. Toujours. Est-ce que ces notions-là sont claires aussi ou est-ce que j'ai besoin de repasser dessus? Ok, cool. Voilà, donc quelque chose qui est safe, c'est quelque chose qui ne va pas changer ta database. Donc en général, tous les get ne changent pas de safe. Et idempotent, c'est quelque chose que si tu l'appelles plusieurs fois, ça va donner le même résultat. Les choses qui sont idempotentes, en général, c'est les patch put, parce que tu vas updater une ressource, mais si tu l'updates de la même façon, c'est censé se comporter pareil. Par contre, un create, si tu fais plusieurs create à la suite, ça va créer plusieurs ressources. Donc en fait, si tu appelles ta route plusieurs fois, ça va changer les choses. Ok. Voilà. J'en parle vraiment parce que j'ai vu des questions d'entretien dessus. C'est plus pour vous, au cas où vous en avez besoin. Donc en gros, pour chaque ressource, ouais. Tu as des routes qui sont safe, des routes qui sont idempotentes. Idempotentes et des routes qui peuvent être aucune des deux. C'est ça. Et ça peut être aussi les deux. Par exemple, get, c'est safe et idempotent. Si tu l'appelles 30 fois, ça ne va rien changer à ta database et ça donnera le même résultat à chaque fois. Et si ça ne donne pas le même résultat à chaque fois, c'est que tu as un problème. C'est ça qui est important de le savoir aussi. C'est pour ça que par défaut, tu es censé avoir sur un get d'une liste, donc de l'index, tu es censé avoir un order pour avoir toujours le même au fur et à mesure que tes gens récupèrent tes ressources. Ok. Voilà. Ok. Ah, le Corse. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes déjà frotté à ça? Est-ce que... Ouais. Non, je sais pas ce que c'est, moi. Une fois, j'ai eu un gros problème à cause de trucs cross-origin sur une app que je voulais faire marcher. Il y avait des problèmes de sécurité, ça marchait pas. Exactement. Donc, le Corse. Alors, je vais ouvrir un petit lien parce que la page Wikipédia est très bien sur le sujet. C'était pour un test technique, d'ailleurs. Ouais, bah, c'est probable que vous soyez tapé ce genre de choses. Est-ce que cette page est vraiment bien? Ouais. Je ne sais pas la page Wikipédia en général. Bref. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Corse?
L'idée, c'est que quand tu es dans une page web, si tu fais un appel à une page HTTP, à un HTTP qui est différent de ton URL actuel, ça veut dire que tu es en train de faire un truc en cross-origin et qu'éventuellement, tu as un problème. Ça, c'est pour protéger les utilisateurs en général. Et en gros, regarde, prenons ici. Si je vais je suis sur Wikipédia, je vais faire un. Il y a de l'art. Est-ce que j'ai droit à jQuery? Oui, j'ai droit à jQuery, parfait. Donc, si je fais un get sur Google, normalement, sauf si Google est trop gentil et me laisse faire du corse. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un corse. C'est parce que j'ai pas le droit d'aller sur Google. Attendez. Bref. Mieux. Donc en fait, il t'oblige aussi à utiliser le net. Bref. Ok. Bref. Du coup, c'est pour protéger ton utilisateur. Ça te permet d'éviter que ta page fasse des appels vers des ressources qui sont étranges ou majoritairement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça évite aussi que ta page se fasse appeler par... Alors, par exemple, je fais un faux Wikipédia. Okay, donc je fais Wikipédia avec un Y ici au lieu d'avoir un I. Et je fais des requêtes malicieuses, entre guillemets. Je ne pourrais pas faire d'appel vers l'API de Wikipédia. C'est plus dans ce sens-là que ça protège l'utilisateur. Je ne pourrais pas faire des appels vers le serveur de Wikipédia depuis ma fausse URL, parce que wikipedia.org, le normal, il oblige à ce que les requêtes viennent de Wikipédia et pas de ailleurs dans la Terre. Ok, tu peux choisir qui arrive, quoi. C'est ça, exactement. Et tu peux aussi choisir quels sont les headers qui sont autorisés, ce genre de choses. J'en reparle quand j'aurai la gemme quand je parlerai de la gemme qui permet de faire ça en Rails. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est en tant que KPI, tu contrôles qui est-ce qui peut t'appeler dans une page web. Oui, bien sûr. Okay. Et c'est vraiment pour protéger l'utilisateur, pour le protéger du phishing. Ça, du coup, cette sécurité-là, c'est par défaut, c'est au niveau du navigateur, c'est ça? C'est au niveau du navigateur et tu ne peux pas l'enlever. Ok. Voilà. La seule façon de le contourner de manière très, très hacky, c'est de faire une extension. Les extensions Chrome ne sont pas sujettes au corse. Voilà. Ouais. Mais ça, ou sinon, il y a un autre truc, je crois, c'est lancer le navigateur avec une commande spéciale aussi. Ah, ok. Ouais, mais ton utilisateur final, il fera jamais ça. Ouais, non, on est d'accord. Tu peux pas lui demander. Alors, est-ce que tu pourrais relancer ton navigateur avec une commande spéciale, s'il te plaît? Ouais. Bref, du coup, ça va vous arriver si vous faites des API, si vous essayez d'appeler des API depuis du JavaScript d'une page web, vous allez vous taper de corse. À ce moment-là, il faudra dealer avec d'une façon ou d'une autre. Okay. Voilà. Et si vous faites des API, vous aurez envie d'en mettre parce que vous n'avez peut-être pas envie que l'intégralité de la Terre puisse vous appeler. En fonction de ce que vous faites. Hein, que n'importe quel site web puisse vous appeler. C'est surtout ça qui est important. C'est que, par exemple, si moi je fais une gemme, elle n'est pas sujette au corse, parce qu'elle s'en fiche. Mais si c'est une page web, elle va être sujette au corse. Voilà. Okay. Oui. Mais ça, c'est pour le cas, par exemple, où on utilise une API pour connecter son front avec son app. Ouais, c'est ça. Mais si on veut faire une API pour que, je sais pas, par exemple, faire du trading de crypto-monnaie, les gens, ils vont avoir des logiciels en local. C'est ça. Oui. Dans ce cas-là, ils s'en fichent. C'est vraiment si c'est une page web qui appelle ton API. Ok. Voilà. Mais si tu as envie que les gens fassent des fronts qui sont différents, éventuellement, tu peux te dire que le corse, tu veux autoriser tout le monde. Ça peut être une possibilité. Ok. Self-discovery. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une notion dans les API qui peuvent exister, ce n'est pas toujours le cas. C'est d'avoir des routes spéciales qui te permettent de connaître les autres routes.
Je m'explique. Des fois, slash, genre si je vais sur une API, si je vais sur la route de base d'une API, elle pourrait m'indiquer toutes les autres routes qui sont disponibles à cet endroit-là. Est-ce que je connais des exemples de ça faciles à vous montrer? Non, je ne connais pas d'exemple facile de ça, j'aurais dû en chercher en avance. L'idée, c'est, imaginons que tu as plein de ressources différentes. Tu vas avoir des commands, tu vas avoir des posts, tu vas avoir des users, etc. Ton API, si tu l'appelles sur la route de base, c'est-à-dire juste api.monsite.com, ce qu'elle pourrait faire, c'est te renvoyer un JSON qui contient la liste des ressources. Okay. Et après, comme ça, elle utilise la liste des ressources et éventuellement les actions qu'on peut faire dessus. Comme ça, après, quand toi, tu es en train de t'interfacer avec l'API, c'est plus facile. Ça fait une espèce de documentation qui est intégrée à ton API. Okay. Voilà. C'est une notion qui existe, c'est pour ça que j'en parle. C'est vraiment de la théorie. Et pour la documentation, j'en reparlerai sur une autre vidéo. L'idée, je pensais l'avoir mis sur le... Je vais peut-être pas publier. Ah si, parfait. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai pas encore fait suffisamment de veille, j'ai pas encore fait suffisamment de recherche sur qu'est-ce que je conseille pour faire ça. En général, c'est quand même vraiment important d'avoir une documentation avec le plus de choses possible pour que quand tu es un utilisateur, tu te prennes pas la tête. Le self-discovery peut aider, mais ça te dispense pas d'avoir une doc complète sur comment utiliser l'API. Et si possible, et ça c'est génial, il y a des docs qui permettent de faire ça, qui permettent de tester les requêtes directement dans une page web. Ah oui. Voilà. Swagger fait ça par exemple, comme j'aime. Okay. Mais j'en reparlerai, parce que c'est vraiment la documentation, c'est quelque chose à part entière. Mais c'est important, voilà, c'est juste pour ça que je l'ai mis. Ok. Quand tu fais une API, il y a un truc que tu vas devoir faire absolument, c'est savoir comment est-ce que tu réponds. Je conseille d'avoir un format que tu choisis au début et que tu utilises partout dans toute ton API. Ça permettra, quand toi tu l'utiliseras, de te simplifier la vie parce que tu ne poseras pas la question de mince, comment ça marche déjà. Et ça permettra aux autres, quand ils s'interfacent avec, que ce soit beaucoup plus facile. Déjà, le JSON c'est bien, mettez-en partout. Si jamais vous pensez à faire une API en XML ou ce genre de choses, oubliez. Voilà. Il y a des gens qui font ça, c'est horrible de s'interfacer avec. Voilà. Et sinon, je voudrais vous parler Alors, la JSON API, c'est une... Alors, je suis pas sûr de la case, j'ai mis ça là. Il y a deux endroits où je crois que je mets API JSON en minuscule. Bref. L'idée, c'est que c'est une spécification sur comment tu fais des API en JSON. L'idée, c'est que quand tu renvoies quelque chose, ça ressemble à ça. Donc, c'est très, 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 très verbeux. Mais ça contient plein d'éléments intéressants. Ça contient des éléments genre les lignes qui te disent, bah voilà, si je veux retourner sur cette page, alors il faut que j'aille sur tel lien. Si je veux le dernier article, il faut que j'aille sur tel lien. Si je veux voir la page suivante, c'est tel lien. Enfin, s'ils existent, éventuellement, il y aura un previous et un first, je crois. Et là a priori, c'est la première page. Donc, du coup, on ne les met pas. Tu as des données qui vont correspondre à ton objet. Ces données, ils ont un type, elles ont un ID, elles ont des attributes, ça a des relationships. etc. Donc, je ne vous fais pas la documentation en entier. Hein. C'est une spécification qui est une espèce de carcan pour ton API et ils ont décidé à peu près tout ce que tu pourrais te poser comme question et expliquer. Voilà. C'est intéressant comme librairie. C'est une horreur sans nom à implémenter pour certains cas. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui vous en parleront. Hein. La JSON API, il y a plein de gens qui se disent que c'est vraiment une bonne idée et que donc du coup, éventuellement, jetez un œil, regardez un peu à quoi ça ressemble, et éventuellement l'implémenter pour votre API si ça vous plaît. Ça peut être une bonne idée. Pourquoi je dis que ça peut être une bonne idée? Parce que si tu devais faire toute la norme à la main avec les relationships included, les links, ces genres de choses, c'est du suicide. Mais Active Model Serializer, donc c'est une gemme dont on parlera plus loin ici, c'est une gemme qui fait ça à ta place. Voilà, qui fait le formatage à ta place et tu n'as pas besoin de te poser la question.
En gros, formatage. C'est-à-dire qu'en gros, tu lui dis je veux que quand tu renvoies c'est un article, tu mettes automatiquement les titles. Et en fait, lui, il va t'écrire automatiquement les links. Si tu as de la pagination, il va t'écrire automatiquement le data, il va t'écrire automatiquement le type, il va t'écrire les attributs, il va t'écrire les included si tu lui demandes de les mettre. Enfin, voilà. Donc en gros, il va gérer toute cette complexité-là qui est particulièrement horrible à mettre en place à ta place. Ok, donc en gros, au début, tu installes la gemme, tu la paramètres pour lui dire ce qu'il faut mettre dans chaque. Tout à fait. J'en reparle dès qu'on y est, en fait. Mais, ouais. Je vous montre, c'est assez facile. Hein. En gros, si tu lui dis. API. Ouais, merci. Tu ne mets pas trop. C'est très cool. Bon, oui, il explique pas comment le faire, mais il y a un de la doc quelque part qui t'indique comment tu le mets en mode JSON API. Et à partir de ce moment-là, il est globalement compatible avec le mode JSON API. Okay. Voilà. Voilà, donc c'est une norme qui existe, qui est intéressante, au moins pour la lire, pour avoir une idée de ce qu'il va falloir à quoi il va falloir que tu penses quand tu fais ton API. À savoir, par exemple, comment est-ce que tu gères ta pagination, parce que c'est important. Comment est-ce que tu gères ton sorting, comment est-ce que tu gères ton filtrage de ressources, etc. Parce que la personne en face de toi, c'est pas un humain avec une page web. Donc il y a plein de choses pour lui qui sont pas évidentes. Okay. Mais éventuellement, tu auras besoin de la même chose dans une page web. La pagination, quand tu as 300 000 ressources, 300 000 articles, par exemple, c'est important. Mais à toi de voir comment tu la gères, ce genre de choses. Bref. Rails New. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Il y a pas mal d'options qu'on peut mettre dans son Rails New. Et j'invite à regarder ce qui existe et ce qu'on peut faire. Par exemple, moi, quand je fais une API, c'est ce genre de ligne-là que j'utilise. Voilà, donc, il y a plein d'options dans Rails New. Ah putain, clavier. Voilà, c'est. Oui, je peux le faire. Donc, pour les avoir, c'est comme ça. Et en gros, il y a pas mal de choses qui sont données de base par Rails. Donc, par exemple, tu peux lui dire que tu veux que ta database soit Postgres. Ça te simplifie toute ton intégration avec Postgres pour Heroku, parce que ton Rails sera de base bien configuré pour ça. Okay. Voilà. Dans les choses que j'utilise souvent, éventuellement, tu te dis que tu ne vas jamais envoyer de mail, donc tu ne mets pas d'action mailer. Ça peut arriver. Éventuellement, tu te dis que tu vas avoir autre chose que Active Record. Donc, par exemple, tu vas utiliser une database en MongoDB. Tu ne veux pas d'Active Record. Donc, tu lui dis que tu n'en veux pas. Okay. Tu lui dis que tu ne vas jamais avoir de WebSocket. Donc, tu peux lui dire j'ai pas besoin d'Action Cable. Yes. Voilà. Ça, c'est si j'ai pas d'asset, j'ai pas besoin de Sportket. Donc, du coup, quand tu fais une API, par exemple, -s, c'est quelque chose que je mets parce que j'aurai jamais d'asset. Je vais pas render de HTML, de CSS, de JavaScript. Je m'en fiche. Ah ouais. Oui, du coup, tu crées une app Rails minimaliste parce que justement, tu vas utiliser l'API pour ensuite avoir une app front. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai pas de HTML, donc du coup, j'en régénère pas. Pareil, je skip le Coffee et je skip le JavaScript parce que j'en aurais pas. Turboling, pareil, c'est quelque chose que je skip. En général, je skip les tests. Alors, pourquoi ? Parce que comme j'utilise AirSpec, je veux pas qu'il m'installe Minitest. Ouais, okay. Ouais, tu nous l'avais dit la dernière fois. Ouais, tu l'avais dit la dernière fois, effectivement. Et, très très important, il y a ça. Le moins API ici. Ça, quand tu fais une API et que tu ne veux faire que une API, il est très important de le mettre. Ce qu'il va faire, c'est que, alors, Rails, par défaut, quand il reçoit un appel HTTP, il fait plein de choses. Il vérifie que tu as bien ton CSRF, il vérifie que tu as bien... je sais plus trop. En gros, et quand... qu'est-ce qu'il fait d'autre ?
J'ai ça quelque part. Ouais, est-ce que c'est ça? Ok, donc ça c'est la liste des middleware qu'il appelle avant. En gros, il gère des cookies. Il vérifie que tes migrations sont bien pending. Il remet ta session. Il gère les flashs. Vous savez, le flash, le fait de pouvoir mettre des petits messages avec des flashs. C'est ça. C'est quoi le middleware en fait? Ah, ok. Est-ce que vous voyez bien ma caméra? Oui. Là, c'est le moment où ton site web envoie ta requête. Et là, c'est le moment où c'est ton contrôleur qui reçoit ta requête. Okay. Les middleware, c'est des couches entre les deux. Il fait plein de choses entre les deux. Okay. Par exemple, ce qu'il va faire entre les deux, c'est, comme je disais, c'est qu'il va faire du log. Il va te permettre d'avoir... il va gérer tes cookies à cet endroit-là, entre les deux. Il va gérer ta session. Il va gérer ton flash. Qu'est-ce qu'il fait d'autre que d'expliquer? Il gère tes assets. Voilà. Donc c'est dans un sens et dans l'autre. Hein. Donc ça peut être éventuellement, par exemple, les assets, il y a des chances que ce soit au retour. C'est quand tu fais l'appel depuis ta page web, il s'en fout des assets à ce moment-là, mais quand tu renvoies ta page web, là, il a besoin de gérer les assets et donc c'est à ce moment-là que c'est géré. Okay. Et quand tu mets le moins API, il y en a plein qui va enlever en fait et qui du coup accélère la vitesse de son app parce que il passe pas à travers des bouts de code où au final tu n'en as pas besoin. Quand tu as une API, tu n'as pas de cookies, tu n'as pas de flash parce que tu n'as pas de session, donc tu n'as pas ça non plus. Okay. Tu n'as pas besoin d'avoir. Là, il faut gérer tout ça en React alors. Si tu as une API, oui, il faut que tu gères tout ça en. Pas forcément, parce que par exemple, en React, tu n'as pas besoin de cookies. Tu peux en avoir besoin, mais tu t'en sers pour toi et toi tout seul, quoi. Comme tu fais des appels API, tu ne te sers pas des cookies. Alors moi, je ne me sers pas des cookies. Et pareil, les flashs, ça ne te sert à rien parce que au final, tu vas recevoir des retours d'API, donc tu n'as pas de flash qui est intégré à ton retour d'API. Voilà, donc il y a plein de bouts qui peuvent être enlevés quand tu fais une API. Pareil, ça, les assets, quand tu fais une API, ça ne te sert absolument à rien. Donc tu ne veux absolument pas qu'ils passent dans ce bout du code. Voilà. Donc ton Rails New avec moins API, ça va enlever beaucoup de choses de ton app Rails de base. Ça peut juste l'accélérer. Si tu veux vraiment faire qu'une API, par contre, tu ne pourras rien faire d'autre. C'est ça qui est important. Il faut se dire que le front, t'es complètement impossible à ce moment-là. Okay. Voilà. En fonction de ce que tu fais, c'est pas forcément une bonne idée. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais après? Oui. Donc voilà, ça c'est à peu près j'ai remis les mêmes options ici, si ça vous intéresse. Mais ça vaut le coup de les jeter, de quand tu crées ta nouvelle app, de te demander ce dont tu auras besoin et éventuellement du coup d'enlever des choses. Celui-là peut être intéressant. Je m'explique. J'en ai eu besoin il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu besoin de rajouter jQuery à une app Rails. Et Rails 5.1 a décidé de dropper jQuery de base. Et donc, du coup, soit tu rajoutes il y a une gem qui fait ça, soit tu peux passer par des packages, tu peux l'avoir en NPM natif. En gros, tu peux dire que non, en fait, c'est une application, c'est du JavaScript, je veux que ce soit Node qui le gère, et pas du tout mon Rails, parce que c'est pas son boulot. Et dans ce cas-là, tu as besoin de ce truc pour que ça marche tout seul sur Heroku. Voilà. Ça peut aussi servir à si tu as besoin d'avoir un React qui est mélangé à ton app Rails. Donc le front de ton Rails, il y a certaines pages qui fassent du React. Éventuellement, c'est quelque chose que tu pourrais vouloir. J'en reparlerai dans la vidéo qui parlera de React, parce que ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Éventuellement, tu n'as pas envie de gérer l'authentification avec ton React, et tu as envie de dire, ouais, mais en fait, ma single page, ce sera post-authentication. Oui, d'accord. Et auquel cas, ou alors, tu n'en as pas besoin. Il y a des pages qui sont très très bien sans authentification.
En fonction de ce que tu fais comme service, tu peux ne pas en avoir besoin. Ok. Par exemple, si ce que tu veux faire, c'est juste un front où tu affiches j'en sais rien, la valeur en temps réel des crypto-monnaies qui se met à jour tout seul, t'as pas besoin d'authentification. Du coup, éventuellement, tu peux te dire, ouais, mais du coup, ma page contact, je vais faire une page normale avec un formulaire normal de Rails, et la page qui fait le truc super beau avec la crypto-monnaie qui se met à jour en temps réel, ce sera un bout en React. Tu peux vouloir mélanger les deux en fonction. Voilà. Donc, du coup, quels sont les gemmes que j'utilise pour faire quand je fais une API Rails? En général, bon, déjà, je remets des tests. Ensuite, du coup, j'ai mis celles que j'utilise quasiment à tous les coups. Les 2 dernières, c'est pour gérer de l'authentification, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, une API sans authentification, c'est bizarre. J'en reparlerai ici. J'en ai déjà fait où l'authentification ne se gérait pas avec ça. Du coup, Corse, on en a parlé. Comment est-ce qu'on gère ça en vrai? Donc, la gemme est assez simple, c'est juste tu le rajoutes dans ton gem file. Ok. Et en termes de configuration, je vais vous montrer ce que je fais moi, ce sera plus simple. Où est-ce que c'est? Config application, je crois. Voilà, il est ici. Par exemple, moi je dis, pour le Corse, les choses qui vont avoir le droit de t'appeler, c'est localhost. Parce que quand je fais du développement, mon app en React, elle est sur localhost, le port 8000. Donc tout ce qui vient du port 8000, tu l'acceptes en local. Et sinon, il faut que ton URL elle ressemble à ça. Donc je veux que ce soit de l'HTTPS qui vient de mon site ou quelque chose qui vienne de Heroku. Parce que pour l'instant, je suis sur Heroku App et j'ai pas de domaine sur Heroku et donc je préfère que ce soit une URL qui vienne de Heroku. Denis, si je résume schématiquement, en fait, ton Corse, c'est vraiment le gardien. C'est lui qui rentre ou pas. Oui. En fait, tout va rentrer. Ouais, tout arrive. Tout arrive, tout va être traité, mais quand tu vas renvoyer ton retour, si tu respectes pas les règles du Corse, il y a certains headers qui vont être setés et qui vont être lus par ton navigateur et qui éventuellement vont faire que ton navigateur ne va pas faire les choses. Ah, bien sûr. Voilà. Oui, j'ai compris. Okay. Ces règles-là te permettent de dire pour toutes les ressources, je veux que ces règles soient pour ces règles-là, je voudrais qu'elles soient pour toutes mes ressources. Et pour toutes, je voudrais que j'accepte n'importe quel header, j'accepte n'importe quelle méthode, donc tous les posts, tous les get, tous les patchs, et que quand tu reviens de l'API, je veux que la page web ait le droit de lire ces headers-là. Je m'explique. Normalement, dans un navigateur, les navigateurs web, quand ils reçoivent un retour de la part de ton API, ils n'ont pas le droit de lire les headers. Et ils ne les lisent pas. Ils ne donnent pas accès à ça. Pourquoi? Pareil, parce qu'il peut y avoir des choses... je ne sais pas pourquoi exactement. Je pense que parce qu'il peut y avoir des attaques malicieuses à partir des headers. Et donc, du coup, je pense que par défaut, ils ne les traitent pas. Et ils ne t'y donnent pas accès. Mais tu peux lui dire explicitement, je veux que quand tu es une page web, tu aies accès à ces headers-là. D'accord. Voilà. Ceux-là, c'est les quatre headers que j'utilise pour l'authentification de mon côté. J'ai besoin des 4. Et donc, du coup, j'ai besoin que ma page web, comme je disais, ma page web, à tous les appels, il change ses tokens. Et donc, du coup, j'ai besoin que quand il fasse un appel, il puisse lire le token qu'il doit utiliser sur l'appel suivant. Okay. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Oui, ce fichier, c'est quoi? C'est application.rb, mais c'est bizarre. C'est quoi Suboxback? Ah, c'est mon backend. Donc, c'est mon API Rails. Pardon, j'ai pas dû vous expliquer. Suboxback, c'est mon API. Moi, c'est... Ah, c'est le nom de l'API. Ah oui. C'est ça. En gros, c'est le truc qui gère. C'est ma prochaine version de ça. Il n'y a pas grand-chose.
Non, mais il y a pas forcément grand-chose dans tes applications.rb. C'est application.rb, hein. C'est le truc qui fait ça. C'est le back-end derrière ça. C'est la prochaine version du back-end derrière ça. Pour être précis. Ok. Ok. C'est juste une API. Mais c'est mon application.rb. Dans l'application.rb, tu n'as pas forcément grand-chose. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de choses dans vos applications.rb, mais je ne sais pas dans vos autres apps Rails s'il y a beaucoup de choses dedans. Je vais regarder tout de suite. Mais je pense que c'est assez vide, hein, comme fichier normalement. Il n'y a jamais de truc dans ce fichier. Ouais. Ah oui, c'est assez vide, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Il est où ce truc? Il est dans config, c'est ça? Ah oui, application. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, il y a la langue. Ouais. C'est ça. Et quand oui, en fait, j'ai un module dedans. Ouais, en fait, ton module, c'est le nom de c'est ton app. Ah, c'est le nom de l'app, ok. C'est ça. Par exemple, app, en fait, my app, c'est module my app. C'est ça, exactement. Ok. Ah ouais, en plus, j'ai un vieux nom d'app là sur ce truc. Ok. Bon, t'inquiète pas, on vole pas plus haut. D'accord, qui n'a rien à voir avec mon app nom actuel. Mais... Et d'ailleurs, si je me permets une remarque, quand tu regardes au-dessus, tu sais, il y a les require. Ouais. Quand Denis a enlevé tous les trucs, par exemple, l'SP Rockets, ils vont pas être là. Ouais, il les commente par défaut. Exactement. Il commente les tests aussi. Exactement. Comme ça, au moment où le moteur tourne, en fait, il travaille beaucoup moins. Ah oui. D'ailleurs, je pourrais enlever celui-là. Ah ouais, moi j'ai un Rails All qui remplace tous ces requires, quoi. Exactement. Exactement. Okay. Cool, merci. Désolé pour les questions bêtes, hein, mais bon. Non, mais c'est normal. Pas trop toucher non plus, parce que tu peux vraiment créer des gros problèmes. Faut faire gaffe. Oui, quand tu enlèves des choses, tu peux vraiment péter ton app au passage. Hein. Ouais, fais gaffe, beaucoup de Git. Oui, Git, c'est bien. Ça, je pourrais peut-être en parler. Je vais en parler tout de suite. Pour une API, ça peut être intéressant d'avoir des... Ok, par défaut, quand tu fais des ressources, leur ID, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est super cool, mais ça peut avoir un gros défaut. C'est que si tu accèdes si tu appelles ton API et que tu vas voir, j'en sais rien moi, /article /22, tu te doutes que si tu vas voir /article /21, tu vas voir autre chose. Ça peut être parfaitement correct. Si ça ne pose pas de problème dans ton app, c'est pas un souci. Éventuellement, ça peut être un souci quand tu as besoin que les URL ne soient pas devinables. Moi, par exemple, j'en ai besoin parce que les box ici, elles ont un ID ici. Et quand tu visites un ID, par défaut, ça te fait rejoindre la box automatiquement et du coup, après, tu y as accès automatiquement dans ta liste. Mais est-ce que tu peux pas régler ça avec les autres spécifications? Et le problème, c'est que moi, je veux que tous les users y aient accès. Je veux qu'ils ne le voient pas par défaut s'ils sont jamais allés sur le lien. Mais dès qu'ils sont allés sur le lien, je veux qu'ils y aient accès. Et avec Secret, ça marche ou pas? C'est pas pareil. Là, c'est vraiment que je veux pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux vraiment un espèce d'ID innommable. Ah oui, comme ça, il ne peut pas le taper de façon aléatoire. Il ne peut pas deviner les autres. Oui, il ne peut pas deviner les autres. Ok, j'ai compris. D'accord, j'ai compris ce que tu voulais faire. Ça n'a rien à voir avec Secret. Non, ça n'a rien à voir avec Secret. Et donc, du coup, chut. Vampire collectionneur, j'aime beaucoup. C'est une table de jeu de rôle. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Oui. Générer un nom ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu peux dire à Rails, je veux que tous mes objets aient des UID plutôt que des ID en... Ah, c'est ça les UID alors? Oui. Ok, parce qu'à chaque fois que j'utilisais un omni-hôte Facebook ou autre chose, il me générait un UID. Donc en fait, c'est un numéro aléatoire. Ça ressemble à ça. Ok. Là, vous voyez le truc en bas là? Ça ressemble à ça, un UID. D'accord. C'est une suite de chiffres et de lettres plus ou moins aléatoires avec des tirets. Et un format bien particulier. Ok. Voilà. Ah, c'est top, je comprends le principe, c'est génial. Voilà. Et en gros, fait, c'est une ID cryptée, non? Ça ressemble à un chat ou un truc comme ça. Ouais, mais en fait, c'est même pas 1, 2, 3, 4, 5 encrypté. Hein. C'est vraiment une chaîne aléatoire. Ok. Ça, c'est déjà inclus dans Rails. Ça, c'est de base dans Rails? Non. Non. Mais c'est super facile à l'ajouter. Rails,
je vais vous donner un petit lien. Hop. Je crois que c'est le Ouais, premier pas mal. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Il y en a un qui Parce que est moi, encore plus simple. tu mets user, et tu mets par exemple show et le numéro et ça affiche quoi. Enfin, il peut Ouais, exactement. Et donc, du coup, c'est vraiment pas ce que tu veux faire. Voilà. Donc, ça, Ah c'est non, vraiment, poser la question d'ailleurs. Il y a OK. tellement de sites qui devraient utiliser ça. Oh my god. Mais Oui. est-ce que c'est pas un peu à cause de ça? Il y a pas longtemps que Darty s'était fait Si. hacker. Si. À cause de ça? Ouais. Ils ont eu un problème avec la loi, du coup. Ouais. Du coup, ils avaient d'autres problèmes. Ils n'avaient pas que ça, mais je pense que s'ils avaient utilisé ça, Si ils ce auraient pu. problème-là, ça implique que les mecs soient pas très bons et qu'ils doivent avoir plein d'autres problèmes. Ouais. Oui, bah, crédiblement. Mais c'est pas forcément que les mecs sont pas très bons. C'est plus qu'il y a tellement de choses à gérer. Ouais, c'est ça en fait, ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, en fait, cette page-là, si je comprends bien, quand nous on crée une table et que automatiquement il lui crée une ID, Ouais. là il va pas créer une ID, mais il va créer une UUID. OK. Il va créer un UID, c'est ça. Ok. Automatiquement. En gros, quand tu gères une nouvelle migration, en fait, tu vas devoir enable ça en PostgreSQL. Ça te met ça, faut mettre ça dans son config application.rb. Et ensuite, quand tu génères une migration, il va écrire ça automatiquement dedans. Et ça fait qu'à partir de maintenant, ton ID sera un UID. Donc techniquement, il n'y aura plus d'ID. Il y aura un ID, mais ce sera un UID. Ton ID ne sera pas un integer. C'est ça, en fait, on n'aura pas deux champs. C'est ça, il n'y aura pas de champ, il n'y aura qu'un seul champ. Oui. Et en plus, Rails le gérera pour toi tout seul. Et tu n'auras rien à faire. D'accord. Et donc, si on suit la page que tu viens d'envoyer, c'est très bien expliqué. De toute façon, il y a deux choses à faire. Il y a créer une migration avec ça et ajouter ça dans son config.application.rb. Voilà. Ok. Et de fait, pour tous les outils que tu vas créer, ce sera pareil. Oui. Pour tout ce que tu vas, toutes les nouvelles migrations que tu vas faire, toutes les nouvelles tables que tu vas créer, il y aura automatiquement ça. Il récupère pas les anciennes. Non, éventuellement, ce que tu vas être obligé de faire, c'est de faire des migrations. Alors ça, par contre, je pense que la migration peut être très relou à faire. Ouais, non, mais c'est pas. Bon, alors, dans ce cas-là, on n'a plus d'ID quand même. De quoi? Parce que moi, je trouve que la rigueur peut utiliser les ID dans les URL, c'est cool. Mais quand même, avoir une ID, c'est bien aussi, quoi. Non, mais ça, moi, j'aime bien user.find1 et voir mon mail, quoi. Ah, mais ce que je fais, moi, c'est genre user.find.first. Ouais. Ah oui, ça restera le first, même s'il a un... En fait, l'ID, par petite technique, je me permets une remarque. Si par exemple, moi je m'amusais avec ma base de données pour faire plein de tests avant que Denis m'explique ce qu'était que MailTrap. Donc à chaque fois, je me supprimais, je me réinscrivais. aussi, en fait, tu remarques que ton ID, elle évolue. C'est-à-dire que tu l'as fait 3 fois. Oui, c'est chiant. Voilà, le premier sera 4 en fait. Ouais. C'est Donc, pour ça que dès que ta base elle rentre en prod et que tu as plein de gens qui l'utilisent, ce raccourci intellectuel qu'on utilise et que j'ai beaucoup utilisé, finalement disparaît, quoi. Et éventuellement, ce que tu fais, c'est que tu le cherches par email. Ouais, je le fais, mais c'est chiant à taper ça. Regarde. Ouais, c'est chiant, je suis d'accord. Après, je fais user.last, user.first, tout ça. Pareil. Mais... je sais pas, moi j'aime bien utiliser des numéros. Ouais, je comprends. Enfin, je trouve que c'est un peu extrême que ça remplace, quoi, tu vois. Mais ça va vraiment régler un gros problème. Ouais, ça te gère pas mal de choses quand même. Et en fait, ça, c'est quelque chose que tu fais quasiment jamais. Tu n'as quasiment jamais accès à ta console, de toute façon. Ah oui? Tu y as accès en développement, mais en prod, normalement, tu devrais pas trop aller sur ta console de prod ou le moins possible. Oui, c'est possible. Comme ça, c'est parce que j'ai pas de user, en fait. Oui, c'est ça. C'est notre problème. Mais Denis, tu nous as pas envoyé le lien, s'il te plaît. Je t'ai pas envoyé le lien, je pensais l'avoir mis. Non, je viens de vérifier. Il est dans Ah, dans Slack, pardon, je regardais la conversation. Yes. Celui-là, il est mortel. Merci, Denis. C'est une petite parenthèse très intéressante. Je vais le rajouter là-dedans, juste après. Bon, du coup, on a fait la première gemme. La deuxième gemme, timeout. Ce qui se passe, c'est que Puma, par défaut, donc c'est votre serveur applicatif. C'est le truc qui va faire tourner votre Rails, genre chez Heroku. Quand tu fais Rails server, ça démarre Puma qui gère ton Rails. À chaque fois que quelqu'un fait une requête, si ta requête, elle prend 8 minutes, Puma va essayer de la traiter pendant 8 minutes. Et comme il y a un nombre limité de requêtes qu'il peut traiter en parallèle. Donc du coup, au bout d'un moment, ça va juste pas marcher.
Donc, la bonne pratique, c'est de mettre un timeout. Hop. Donc, pour ça, il y a une petite gemme qui fait ça pour toi. Je n'aurais pas dû cliquer sur ce lien. Je vais chercher en avance. Hop, parfait. Et en gros, tu peux lui dire, t'as juste à rajouter la gemme et ça fait tout. Voilà. Éventuellement, tu peux lui dire que ce que tu veux, c'est 5 secondes, mais par défaut, c'est 15 secondes. Ah oui, dès que tu rajoutes la gemme, par défaut, il te met un timeout. Ouais, après, ça c'est génial. Tu as besoin juste d'ajouter la gemme. C'est tellement simple. Et comment tu fais pour choisir 5 secondes, 15 secondes? Bah, c'est là. Comme ça. Non, toi, comment tu fais pour choisir le chiffre? Moi, je mets 5 parce qu'en général, je considère que mon API va répondre en moins de 5 secondes et que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'elle est en train de bugger. Et donc, tant qu'à faire, il faut mieux qu'il tue la requête. D'accord, ok. Non, mais voilà, c'était pour savoir si tu. Et si tu mets rien, ça met 15 secondes de base. Ça met 15 secondes de base. Ah oui, au final, même si tu mets rien, c'est bien. C'est très bien 15 secondes. Ah, c'est génial. Sachant que c'est très crédible que vous ayez des choses qui prennent plus que 15 secondes. Parce que éventuellement, vous appelez un service externe qui, lui, peut être très lent. Vous, je sais pas, vous traitez des fichiers Excel qui font des milliers de lignes, j'en sais rien. Je vois des millions de cas d'utilisation qui pourraient avoir ce genre de problème. Dans quel cas, ce que tu fais, c'est que tu utilises un background job. J'en parlerai aussi dans une vidéo qui sera sur le sujet. L'idée, c'est que Rails permet de... En fait, ce qui se passe, c'est que tu démarres un job qui va être fait en background et que tu dis à la requête, c'est bon, elle est traitée, elle est acceptée, je vais faire le boulot. Juste pas tout de suite maintenant. Je suis en train de le faire. Reviens plus tard pour voir si c'est fait à la rigueur, si ça t'intéresse. Mais c'est en cours de processing. Donc ta requête, elle, ton navigateur web ou ton client d'API n'est pas en train d'attendre désespérément que tu lui répondes. Tu monopolises pas un thread en Puma. Ton Puma reste rapide. Il n'y a pas de souci. C'est mieux encore. Ouais. Donc ton Puma reste rapide. Et toi, tu gères la chose quand tu veux. Ça te permet en plus de la traiter éventuellement plus lentement si tu en as besoin, ou de limiter le nombre de requêtes que tu vas pouvoir avoir en même temps. Imaginons par exemple, ce que tu fais, c'est que tu intègres des fichiers Excel. Tu vas pouvoir te dire que tu n'as pas envie d'avoir 50 fichiers Excel qui sont en train d'être ajoutés dans ta database en même temps, parce que ça va juste tuer ta database pour tous les autres utilisateurs. Donc, éventuellement, tu en processes 2 à 3 au mieux. Et les autres, tu fais une espèce de file d'attente et tu les traites le plus vite possible. Mais donc, tu as plein de techniques intéressantes autour des background jobs et c'est pour ça que je veux vraiment faire une vidéo à part aussi. Oui, je ferai une vidéo. Chez Paris RB, on est tous fans de Sidekick. Oui, Sidekick, c'est super bien. On en parle tous et on se dit, putain, faut quand même, on en parle tous, on utilise tous. Il faudrait faire un talk parce que, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec Sidekick. Ouais, c'est super intéressant d'en parler. C'est vraiment super pour Sidekick. Et effectivement, j'en parlerai. Par exemple, envoyer ses emails, c'est bien de passer par Sidekick. Wow. Oui, information. Ils avaient vraiment pris 1 heure pour parler justement des background jobs, comment ils les avaient implémentés pour pas un gros e-commerce. Ils devaient les récupérer. Il y a fait beaucoup de bruit, oui. Attends, je crois que moi je peux muter les gens. Qui est-ce qui fait cette cuisine? Pas moi. Ok, c'est bon, c'est passé. Donc, vas-y, tu disais, Randy. Je disais en fait qu'ils avaient vraiment pris sur la journée, ils avaient pris une grosse heure pour expliquer comment ils fonctionnaient. Donc, on a l'exemple d'un site de e-commerce. Il dirait beaucoup de requêtes. Au moment où tu vas au paiement, ça se trouve, ta banque va mettre longtemps à générer le SMS. Ils ne voulaient pas saturer à cause de ça. Et ils avaient vraiment mis une couche entre les deux pour queue les choses. Oui, exactement. Ça avait l'air technique. Ça peut être super facile à faire. Ah, ok, cool. C'est celui-là. D'accord. Donc, si vous voulez que j'en parle à un moment, vous savez quoi faire. Bref, Active Model Serializer. Qu'est-ce que c'est qu'Active Model Serializer? Comme je disais, à un moment, il va falloir renvoyer du JSON. Alors, renvoyer du JSON, ça peut être super relou parce que tu n'as pas envie de générer une JSON à la main. Vous remarquerez que quand qu'il y a écrit respect entre guillemets, parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas toujours très très bien et tu es obligé de le tuner un peu, mais globalement ça marche bien, ça respecte bien la norme JSON API par défaut. Enfin, tu es obligé de le faire. Et ça simplifie pas mal
Et ça simplifie pas mal la vie de ce côté-là. Du coup, comment ça marche? Moi, je vais vous montrer comment je l'ajoute dans mon app à moi. Ce sera beaucoup plus simple que de vous lire un README, parce que vous êtes tout à fait capable de lire un README a priori. Donc, je ne sais même pas si j'ai un initialiseur qui en parle. Aussi. Ok, il est vide, parfait. Donc, tu ajoutes la gemme de cette façon-là. Là. Et ensuite, ça va te permettre de créer des sérialiseurs et de les utiliser dans tes contrôleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un sérialiseur? Hop, sérialiseur. Mettons ce sérialiseur. Donc, moi, j'ai tout préfixé avec des namespaces. J'en parlerai plus tard, parce que c'est important dans les API éventuellement. C'est important dans les API d'en faire dès le début, parce que le moment où tu en as besoin, sinon ça va être une horreur. Oh, quoique. Ouais. Disons que c'est une bonne pratique de le faire. Ça peut être chiant à gérer sinon. Du coup, ton sérialiseur, ça, en général, le nom de ton modèle. Je vais vous montrer mon modèle. VModel box. Voilà, parfait. Donc mon box ressemble à ça. Il a plein de champs. Entre autres, il a un title, une description, une short description, etc. Et je lui dis, quand tu vas générer mon JSON, je voudrais que dans mon JSON, tu mettes l'ID, tu mettes le title, tu mettes la description, tu mettes une short description pour qu'il y ait un des champs. En fait, tu mets ces champs-là, je veux que tu aies un created at, et je veux que tu rajoutes un champ que tu vas appeler created by, et qui va correspondre au username du creator. Le creator, c'est un belongs to. Donc, en fait, c'est un user. Et donc, en fait, c'est tes clés, ce que tu as mis là-haut. Ouais, c'est mes clés que je vais avoir dans ton JSON. Dans mon JSON de retour. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas toi. Ok, donc j'ai une API. Voilà. Et donc, du coup, une box, quand on a une, ça va ressembler à ça. Tu as un ID, un title, une description, une short description, et un created by qui contient juste un nom. Ok. Question? Oui. Top. Si tu veux que la valeur de ta clé, ce soit un array ou un hash. La valeur de ta clé. Là, en final, toi, ton ID, c'est un string, mais parfois, tu vas envoyer dans description, tu pourras avoir plusieurs champs. Oui, c'est pas un problème. Si ton champ en Rails, c'est un array, il va automatiquement générer un array JavaScript. Oui. Ok, super. Merci. Voilà. Et comme je disais, si tu as besoin de faire un truc bizarre pour un attribut en particulier, tu peux faire un attribute donc sans S. Ok, bien sûr. Ouais. Celui-là, je veux que tu le fasses comme ça. Tu ne pourras pas le faire automatiquement, fais ça. Voilà. Donc là, on a traité à peu près. Donc là, tu viens de. Ah oui, et comment est-ce qu'on l'utilise après? Vous allez voir, c'est super compliqué. App, contrôleur, V1, box. Ok, comme ça. Quand tu lui dis render JSON, il va comme j'ai des box, il va chercher un serializer qui s'appelle box serializer et il va l'utiliser automatiquement. Voilà, c'est. Ouais. Comment tu l'avais recréé ton serializer déjà? Tu avais fait Generate? Non, je crois que tu as un Generate, mais je l'utilise jamais. Honnêtement, ce que je fais pour le créer en général, c'est que je crée un fichier à la main. D'accord. Et je l'édite. Et tu le mets dans tes serializers qui a été créé puisque le répertoire a été créé parce que tu as installé la gemme. Oui, s'il n'est pas créé, créer un dossier qui s'appelle Serializers avec un S. Mais vous verrez, c'est expliqué dans la gemme comment ça marche. Okay. Juste que je ne vais pas lire le README. Mais j'explique qu'en gros, l'idée, c'est vraiment qu'après, il va l'utiliser automatiquement. Voilà. Quand on a plusieurs, il va automatiquement faire un tableau ou en fonction de quel état d'âme que tu utilises, il va automatiquement les ranger dans un array quand on a plusieurs. Et éventuellement, oui. Quand il le render, donc je comprends, en fait, quand il va dans le module box, dans box et le realizer, c'est vraiment la façon dont il va être mis en forme. Oui. Mais après, il faut encore l'envoyer quelque part. Bah là, c'est genre par exemple, quand quelqu'un visite ma route show, ouais. Je lui trouve la box. Ouais. Donc je la mets dans box et ensuite je le render. Donc je vais renvoyer du JSON. D'accord. Qui correspond à ma box. J'ai compris. Je crois avoir vu dans le programme que tu vas faire un espèce de point sur format aujourd'hui. Sur format. Le format là? Attends, je vais trouver le. Voilà.
ce dont tu nous parles aujourd'hui. Ah non, tu t'en parles pas. Parce qu'en fait, moi, j'avais eu dans un outil que j'ai utilisé, justement pour les Mhm. réponses. En Mhm. gros, parfois, tu veux générer un JSON, Ouais. parfois, tu veux générer un HTML, parce que tu sais pas Ah, donc non, je ne vais pas en parler. un bon format, et ensuite C'est format.f.html ça. ou. Ouais. Quand tu ne fais pas quand tu ne fais pas quand tu ne fais pas qu'une API, Mm. effectivement, tu es obligé de lui dire, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, tu es obligé de lui dire respond to format et qu'en gros tu lui dis bah voilà, si c'est un HTML, bah, render la view par défaut. Il n'y a pas un truc un peu mieux? Ouais, ouais, c'est ça. C'est Ouais, celui-là est un peu mieux. Si c'est un HTML, fais ça. Si c'est un JS, fais le truc par défaut. Si c'est un XML, fais ça. Voilà. Et là, je pourrais faire un D'accord. format.json et lui donner le JSON que je veux qu'il renvoie. Ouais, avec le format box. C'est ça. Ok. Avec... Et donc, dans un cas comme le mien, j'imagine que je dois faire comme ça. Oui, je crois que tu n'as même pas besoin de lui préciser parce que comme tu auras un format. Enfin, si la chose qui t'appelle demande du JSON, tu vas lui renvoyer du JSON. Rails le gère automatiquement à ta place. Même si- Ouais, bien sûr, il va le générer, je comprends. Alors après, si j'ai si j'ai ce modèle-là, moi, je vais le générer comme je le souhaite. Ouais. Il sera custom, mais dans tous les cas de figure, je suis obligé de me coller répondre tout. Alors, comme je disais, non, par défaut, Rails, parce qu'en fait, il y a des headers qui sont setés automatiquement par les API, par exemple, qui disent je veux du JSON. Ok, donc il renvoie du JSON. Et donc, il renvoie du JSON automatiquement. Sinon, par défaut, il renvoie du HTML. Ok, d'accord. Mais si, donc en gros, le répondre tout, c'était plutôt pour le Rails 3 ou Rails 4 quoi, qui était obligatoire. Maintenant, sur le 5, c'est automatique. Mais je pense que c'était le cas aussi pour pour le 3 et le 4. Le seul truc, c'est que en général, tu ne veux pas faire le truc par défaut. Ouais, c'est Et ça. donc, du coup, tu mets un répond tout. D'accord. Donc c'est parce que je comprenais pas pourquoi les mecs faisaient un répondre tout alors que ça marchait en fait. Ah, Donc c'est ça. voilà, c'est que dans le cas où tu veux utiliser ça. J'ai compris. Merci beaucoup. Et, dans quel cas tu as besoin de. Je vois pas trop dans quel cas tu as besoin d'avoir plusieurs réponses différentes comme ça pour la même action. Ah, eh ben, imaginons que mon contrôleur, là, il gère Mhm. et de l'HTML et du JSON. Là, il gère juste du JSON, donc je m'en fous. Mais Ouais, imaginons que ton HTML, tu veux qu'il te renvoie la view en HTML par défaut. Et ouais. pour ton JSON, je sais pas, tu veux qu'il fasse des trucs étranges, genre ça. Bah, par exemple, ajouter le nom de créateur de l'objet. Bah, là, il va le faire par défaut avec le serializer. Donc, c'est pas Ah, voilà. un... C'est custom ça par exemple. Non, ça, c'est pas assez custom. C'est pas parce que par défaut, il va faire ça. En fait, D'accord. l'action par défaut qu'il fait pour du JSON, c'est ça. Il fait render JSON. Ah non. Tu vas peut-être être obligé de lui dire parce que tu sais pas ce qu'il veut. Parce que lui, il sait pas ce qu'il veut render. Ok, C'est ça. autant pour moi. Donc oui. Tu vas peut-être être obligé de mettre le respond tout. Parce que par défaut, il sait pas quoi répondre. C'est ça en fait. Ouais, t'as raison. En fait, t'avais raison, faut mettre le respond tout. C'est D'accord. my bad. Je pensais qu'il le faisait par défaut, mais non. D'accord. Bah voilà, Isa, je suis un peu un flemmard comme toi, ça me faisait royalement chier, mais je me suis collé partout. De quoi? Le respond tout. Le répondre tout. Comme ça marchait pas sans, bah, je l'ai mis. En fait. Ça marchait avec, donc je l'ai laissé de fait. Ah, trop chiant. De ouf. Tu prends l'habitude de moment, et puis quand t'as qu'une API, tu t'en fiches. Ouais, clairement. Mais voilà, effectivement, enfin, dans le cas, comme tu sais que comme tu as une API, forcément, c'est du JSON qu'on appelle. C'est ça. Et que tu vas toujours envoyer du JSON, tu te poses même pas la question. J'ai une question. Désolé, je fais une petite digression, les amis. Je profite de la présence de Denis. Ouais. Moi, je mettais que du HTML ou du JSON. Je suis Ouais. pas obligé de partir du XML. Qui c'est qui prend du XML fréquemment? J'en ai aucune idée et dans le doute, le fais pas. C'est chiant à gérer. Voilà. Ok, super. Ouais, d'accord. C'est ce que je pensais aussi. À moins que tu aies vraiment quelqu'un qui ait besoin de gérer du XML, un vieil opérateur téléphonique, l'État, je ne sais pas trop qui est du XML à part ça. Ouais. Non, parce que je me suis vraiment interfacé à des trucs en XML et c'est littéralement ces deux exemples-là où j'ai eu besoin de gérer du XML. Mais non, qui est-ce qui m'a envoyé du XML aussi? Avant de rallouer, ils envoyaient du XML. Bref, voilà. .vendrallouer.com.fr, je sais plus, je pense que ça doit être un .fr. Bref. Donc ça arrive, il y a des gens qui font ça. C'est un peu chiant à déparser et à générer, et t'as pas de active model serializer qui fait ça tout seul pour toi, je crois. Donc c'est moins agréable, on va dire. Non, le JSON, c'est bien, moi j'aime beaucoup. Déjà, c'est beaucoup plus lisible. Ouais, en plus. C'était ça, voilà. Donc voilà à quoi sert le Active Model Serializer. Ça va te permettre du coup d'avoir automatiquement
de le formater comme tu veux et d'ajouter des champs, de choisir ce que tu veux renvoyer. Éventuellement, tu vois, pour une boîte, pour une box, je veux pas renvoyer quand est-ce qu'elle a été updatée. Tout le monde s'en fiche. Je veux savoir quand est-ce qu'elle a été créée, mais je m'en fiche de savoir quand est-ce qu'elle a été updatée. C'est valable pour tous les champs. Si je peux me permettre une remarque, les amis, moi, il y a un cas où ça, c'est vraiment super important pour moi parce que, en gros, moi, quand mon utilisateur va m'envoyer des requêtes, Louise va la comprendre, il va me rendre un JSON et après, il va poser des questions en fonction. Tu veux aller quelque part, si tu n'as pas précisé le lieu, on va te faire une nouvelle requête en te demandant le lieu. Microsoft facture à la requête. Si moi, je peux lui envoyer un JSON où il y a déjà toutes les questions et avoir centralisé chez moi les questions, ça me permet de faire moins de requêtes, d'avoir une facture beaucoup moins lourde. Ok. Tu vois mon idée, Vince, ou pas? De quoi? En fait, là, si moi, je peux centraliser, quand j'envoie à mon bot, après Louise, par exemple, Ouais. je lui envoie un JSON où il y a déjà toutes les infos. Ok. Au lieu de lui dire, tiens, au lieu que Au lui, lieu de faire des allers-retours avec le. voilà, le compris, au lieu que ça contrat, se passe au niveau du bot, si moi, je peux render mes JSON comme je veux, c'est mon Louise qui gère, en fait. Tiens, pose ces questions-là, pose ces questions-là, pose ces questions-là. Et Ok. moi, dans mon Rails, c'est géré en bas, en fait. Ça me coûtera beaucoup moins cher. Ok, je vois. Cool. Plus sympa de l'interface de l'expérience client. Yep. Enfin, je pense. Puis des fois, tu as besoin de rajouter plus d'infos sur quand tu renvoies ta ressource. Parce que, bref. Ok. Ça, c'est pas mal. Ensuite, Kaminari. Kaminari, ça fait de la pagination. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la pagination sur vos apps en Rails, que ce soit en front ou avec front ou sans front. Hein. Elle est valide pour les deux, celle-là. Quoi? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu dis la pagination avec ou sans front? À quoi ça sert la pagination sans front? Alors, dans une API, imaginons j'ai 800 000 tweets, Ouais. je veux renvoyer 25 tweets par appel et pas 800 000. Parce que sinon, le JSON qui contient 800 000 tweets, il est énorme. Ouais, ok. Voilà. Ok. Et donc, du coup, Kaminari, c'est une gem qui fait ça très très bien. J'en ai essayé plusieurs, c'est celle que j'ai préférée. Donc, voilà, comment est-ce que ça s'utilise? Je l'utilise pas. J'ai pas encore de requête qui l'utilise, donc j'ai montré j'ai pas d'exemple sous la main pour montrer comment moi je l'utilise, mais c'est la même chose. T'ajoutes la gemme et ensuite tu peux lui dire quand tu fais ta requête SQL, donc ta requête Active Record, pardon, tu as automatiquement page et per. Voilà, ici. Qui en gros te permet de dire je voudrais 50 utilisateurs par page et je voudrais la page 7, s'il te plaît. Voilà. Et donc, du coup, dans tes paramètres de ton API JSON, soit tu as un page, tu as un paramètre page que tu parses automatiquement puis que tu lui files, soit quand il y a un front, tu le mets dans tes paramètres de requête. Voilà. Et là, le gros truc sympa, c'est que ça donne ceci. Il y a un helper pour toutes tes pages où tu vas afficher toutes tes pages web où tu vas afficher plusieurs choses qui te permettent du coup d'avoir automatiquement le page suivante, page précédente, 1, 2, 3, 4, 10, etc. Ouais, oui, cool. Ça se rajoute automatiquement dans la vue, enfin dans l'appli. Il faut rajouter genre ça. D'accord. Mais c'est tout. Voilà. Ah ouais, c'est top. Ouais, c'est ça. Et on l'a utilisé donc chez PHP. Je sais plus si c'est celui-là que vous avez utilisé ou un autre. Je sais qu'il y en a Will Paginate aussi. On avait utilisé Will Paginate, ouais. Ok. Après avoir essayé les deux, je préfère Kaminari. En plus, c'est japonais. Il me semble que Yuki. Je crois que c'est un Rails, je crois que c'est un Ruby Core Team. Okay. Oui. Okay. Je suis pas sûr. Hein. Ça se check. Mais oui, c'est japonais à la base. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit après? Gemme suivante. Alors là, on va parler d'authentification. Donc, alors, je les montre. Je vais faire une digression. Je vais faire ce chapitre-là avant de faire celui sur l'authentification avec devise de token, ce genre de choses. Ok. Ok. Il y a un moment où dans la plupart des API, vous allez avoir besoin de gérer une authentification. Comment? Ça va dépendre
en général de vos besoins. Éventuellement, ce que vous pourriez faire, c'est décider que chaque client a un token et qu'il encode une espèce de signature automatiquement dans le header, machin, pour vérifier que c'est bien lui. Comment est-ce qu'il a obtenu ce token? C'est son problème. C'est un autre problème. Vous voulez être échangé par peu importe la manière sécurisée que vous avez choisi. Et du coup, tous vos échanges sont encryptés. Si vous avez des utilisateurs, ça devient vachement plus compliqué de faire ça. Mais voilà, c'est pour dire que devise, c'est pas forcément nécessaire. Si tu n'as pas de user, c'est bizarre de mettre un devise, par exemple. Okay. Vous allez entendre parler souvent de JWT, qui est une norme qui permet d'échanger d'authentifier en gros toutes tes requêtes, d'une façon ou d'une autre. L'idée, c'est que c'est ce genre de requête que tu vas envoyer. En fait, tu vas envoyer en header dans ta requête un espèce de token qui ressemble à ça. L'utilisateur n'a aucune idée de ce que veut dire le token, il n'a pas la clé pour le décrypter. Mais toi, quand tu vas être ton API, elle va pouvoir décoder ce truc parce qu'elle a la clé et donc elle sait que voilà, dedans par exemple, elle pourrait encoder son nom. Est-ce que c'est un admin? Est-ce que c'est machin? Comme ça, elle n'a éventuellement pas besoin de refaire un appel à la database. Je ne sais pas si c'est clair ou pas du tout. Ouais. En gros, c'est par exemple si tu appelles le sign-in, la route sign-in te renvoie un token comme ça. Elle te dit, ce token, à partir de maintenant, tu le mets dans toutes tes requêtes. Donc toi, tu le mets, tu n'as aucune idée de ce qu'il veut dire, mais tu sais que c'est le token qui va te permettre de t'authentifier parce que dedans, il y a des choses qui sont encryptées. Ok. Voilà. D'expérience, ça peut être une super mauvaise pratique et en général, les gens l'utilisent comme cookie. C'est-à-dire que là, ils mettent beaucoup trop de choses. Ils mettent plus que juste, justement, admin true. Pour moi, ça n'a aucune raison d'être là. Il y a plein de problématiques de sécurité au sujet. Je vous invite à aller lire le petit lien que j'ai mis ici. C'est long, donc en fait, je ne vais pas parler de toutes les problématiques que tu peux avoir autour et de pourquoi les gens ragent sur le JWT. Mais voilà, en termes de sécu, tu peux avoir des grosses failles qui viennent de cette norme-là en fonction de comment tu l'utilises et c'est facile de se rater sur l'utilisation. Et c'est en fait, dès que tu es un tout petit peu lazy et que tu as envie d'utiliser un peu plus que pour juste avoir un ID dedans, en général, c'est que tu l'utilises mal. Et en plus, en Ruby, j'ai rien trouvé qui l'implémente correctement. Et qui l'implémente de façon facile avec devises. Tu vois, moi, ce que je voulais, c'est que je me disais, devises, ça gère pas mal de sécurité à ma place. J'ai pas envie de gérer à la main la confirmation, le truc qui fait un reset password, ce genre de choses. Donc, du coup, je me suis dit, je vais avoir devises. Et puis, je me suis dit, ok, cool. Est-ce qu'il y a un truc qui gère devises et les JWT tokens? Alors, il y en a un. Devise JWT, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-là. Parfait. Ça a l'air de faire le taf. J'ai un peu galéré à le mettre en place correctement. Et en gros, au final, je me suis retrouvé à dire qu'en fait, c'était vraiment compliqué pour pas grand-chose. Voilà, parce que, bon, je vous laisse lire le README. Je pense que tu es obligé de lire tout pour avoir une idée de comment ça marche, à peu près. Voilà. Et rien qu'avec, et même avec ça, j'avais pas une doc complète, suffisamment complète à mon goût. Voilà. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air de faire plein de choses, ça a l'air assez compliqué et je suis pas sûr que ça vaille le coup. Moi, ce que je conseille, c'est devise haute token. En gros, c'est une version spéciale. Alors, tu te dis, mais pourquoi tu n'utilises pas juste devise? Parce que juste devise, ça ne marche pas très bien pour une API. En gros, juste devise, déjà, ça n'a pas de token. Ça va renvoyer des. Et ça utilise ta session et tes cookies. Quand tu es une API, tu n'as pas de session, tu n'as pas de cookies. Donc, devise, ça va juste pas marcher. Non, c'est pas faire de l'authentification sans ça. Hein. Justement. Même en device, on utilisait les cookies. Oui, de toute façon, devise est basée sur ça. Et basée sur le fait que tu vas avoir des cookies. Donc, si tu n'en as pas, ça ne se passe pas très bien.
Et d'ailleurs, il y a des tickets devises, enfin des tickets, des issues dans la gemme devise qui disent non, mais c'est pas fait pour. Vous pouvez aller voir cette gemme-là. Donc effectivement, il parle de cette gemme à un moment. Et ça marche plutôt bien. Ça gère les cookies globalement à ta place. En fait, tu n'installes pas devise, mais tu n'installes que ça à la place. Oui, tu ne te sers même pas de la devise de... Moi, je n'ai pas le devise de base. Okay. En fait, c'est une surcouche à devise. Donc, ça installe devise, et puis... Ok. Voilà. Globalement, oui. On ne crée pas une API, on n'a pas besoin de celui-ci. On peut se contenter de devise. Tu conseilles quand même celui-ci par défaut. Si tu as les deux, je pense que dans ce cas-là, tu veux les deux. Si tu as de l'HTML et de l'API, tu veux les deux. Parce que le problème, c'est que Ou alors, il va falloir que tu gères un token d'une autre façon. Ouais, mais non. C'est possible. Hein. Ce que tu peux faire, c'est dire que ton utilisateur, il a une page profil où dedans, il aura un token qu'il pourra utiliser pour appeler l'API. C'est une façon normale de le faire, et c'est juste que dans ce cas-là, tu passes pas par devise pour tes routes. Pour ton notification via l'API. Ah ouais. Voilà, donc c'est très possible. Et il y a beaucoup de choses qui font ça. En fait, il y a plein de sites où tu peux aller chercher ton token d'API et l'utiliser. Oui. C'est typiquement quand tu utilises des API, mais pas pour faire des views, enfin pas pour afficher des choses, mais quand on se connecte à des API avec des sites tiers ou des apps en local, typiquement on utilise des tokens et des secret keys c'est ça. Pour faire l'authentification. Effectivement. Et en général, du coup, ça, tu peux complètement le faire avec du devise normal. Tu te rajoutes juste deux champs. Il y en a un, c'est ton token, et l'autre, c'est ta secret key. Ouais. Et en fait, quand l'utilisateur arrive, tu vérifies, OK, est-ce que je connais un utilisateur avec ce token, cette secret key? Si oui, alors ça veut dire que c'est ce user. Ah ouais, bien sûr. Tu peux avoir des problèmes de sécurité en faisant ça. Ouais. Ça peut quand même arriver, mais ça gère 90%. Si tu as devise, tu gères quand même 90% de tes problèmes. Mais dans le cas où tu te fais qu'une API, tu n'as pas de front joli pour lui donner un API token. Et puis, comme éventuellement, ce que tu veux coller dessus, c'est comment ça s'appelle? C'est une app complète, c'est-à-dire avec du React, etc. Donc, il va aussi avoir le joli formulaire sign-in. Du coup, tu peux pas lui dire, va chercher ton API token et puis mets-le dans ton sign-in de ton user. Je veux dire, tu peux pas expecter que ton user, quand il se connecte, il rentre un token et qu'il rentre pas un username password. Donc, tu as besoin d'avoir un truc pour que l'utilisateur puisse s'authentifier, sign-in, sign-out, qu'il puisse se créer, ce genre de choses. Du coup, ça fait pas mal le taf. Il y a quand même quelques défauts. J'ai suivi ça. Ils ont une... En gros, ils ont une... Comment expliquer? Ils gèrent... En fait, ils ont des routes de redirect qui sont bizarres. Je m'explique. Quand tu crées un utilisateur, si par exemple ton utilisateur, je crois que c'est confirmable, ça veut dire qu'il faut que la personne ait cliqué sur son lien dans son email pour être validé. Alors, l'email qui génère a un redirect URL et qui redirect vers l'API. Mais sauf que ce lien-là, il est passé en paramètre à la création de ton utilisateur. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Ça a l'air bizarre comme ça, dit comme c'est compliqué à expliquer, mais l'idée c'est que imagine un attaquant arrive, il utilise ton API pour créer un utilisateur, genre il va créer Vince par exemple. Il crée Vince. Vince, t'as jamais utilisé mon service, tu le connais pas. Parce que je suis un attaquant, j'arrive vers ce service, je crée un utilisateur et comme redirect URL, je mets une URL à moi qui est vérolée et qui va installer un malware sur ton PC. Donc, j'utilise un service qui est normal et qui se comporte tout à fait bien pour envoyer un email à quelqu'un, se faire passer pour lui et donc du coup l'email il sera validé complètement normalement et il aura un look tout à fait legit. Sauf qu'au moment où l'utilisateur va cliquer sur le lien pour valider son email, parce qu'il y a des utilisateurs qui cliquent sur ce genre de lien même s'ils ne se sont jamais inscrits, du coup, ils vont automatiquement visiter un site qui va leur installer un malware. Donc, le fait qu'ils fassent ça, tu peux le bloquer. En gros, il y a des options de configuration qui ne sont pas documentées qui permettent de le faire. Donc, si tu lis le code, tu vois qu'il y a des options de configuration pour le faire. Mais par défaut, c'est
pas de base. Donc du coup, c'est un peu étrange de ce côté-là. Pareil, dans les choses qui ne marchent pas, si vous avez déjà utilisé Devise, il est possible d'avoir un espèce de champ login dans lequel tu peux mettre soit le username, soit le email, par exemple. Et qui en fait va faire une recherche avec quand il fait son where pour trouver l'utilisateur qui correspond, il fait l'un ou l'autre. En fait, ça ne le gère pas. Voilà. Par défaut, c'est pas possible de l'utiliser comme ça. Il y a des PR qui sont en cours, mais ça fait des mois qu'elles sont en cours et elles sont toujours pas validées. Donc, tu ne peux pas avoir de champ login généraliste pour te loguer avec username ou email. Tu es obligé de lui dire, non, je veux absolument ton email à chaque coup pour l'utilisateur. Ce qui peut être un peu chiant. Okay. Voilà, il y a pas mal de bugs. Voilà. J'en ai trouvé quelques-uns. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de... Alors, eux, ils disent qu'il y a des gemmes ou des librairies pour s'intégrer facilement avec. J'en ai pas trouvé qui marchent facilement et qui marchent avec tout. Voilà. Donc, je doute sur leur affirmation, comme quoi il est facile de s'intégrer avec. En fait, comment dire, il n'y a pas de librairie pour s'intégrer avec qui est déjà écrite et qui est super facile à utiliser. C'est facile d'en écrire une, par contre. Donc, du coup, les avantages, c'est facile à utiliser, c'est à peu près comme Devise, mais en plus simple. Et faire une intégration pour ça, c'est super simple. Je vais vous montrer. En fait, je vais en faire une j'ai une API pour se connecter à mon site que j'ai écrit hier soir. Et donc, du coup, j'ai écrit un bout de code pour pouvoir se connecter automatiquement pour pouvoir gérer les tokens de Devise, Hot Token, etc. Et c'est super facile à faire. Ça m'a pris, je sais pas, 1 heure max le temps de lire la doc, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon... Et donc, du coup, si ça vous intéresse, j'ai fixé à peu près tous les trucs que j'ai notés ici. Donc, j'ai enlevé le fait qu'il y avait des redirects. J'ai enlevé maintenant le champ login marche. J'ai corrigé pas mal de bugs. Donc, si vous voulez, j'en ai fait un fork. Si vous pouvez, faites-vous plaisir, vous pouvez l'utiliser. C'est en public sur GitHub. Et donc, du coup, qui solve ces problèmes-là. Voilà. Tu peux pas leur proposer ces modifications? Non, parce que eux, ils y utilisent pour d'autres raisons. Alors, en fait, eux, ils vont me demander genre de faire des tests. Et j'ai la flemme de les faire pour ça. Voilà. Okay. Non, alors normalement je l'ai fait, mais là c'est chiant à tester. J'ai fait comme si, j'ai juste envie que ça marche. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai pas fait tous les tests. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. Oh, nous on n'est pas propriétaire de la gemme, ça va. Ça va. Non, puis en plus, si toi tu l'utilises, tu sais que j'ai pas fait. Il n'y a pas de test pour vérifier que mes fixes marchent. Mais bon, mes fixes en général, c'est rajouter des arrobases. Voilà. C'est ça mes fixes, hein, en général. C'est en fait, eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait un arrobase, mais la personne qui a dû coder ce bout de gemme, l'utilise pas. Donc, du coup, ça marche pas très bien pour tout. Il y a quelques fixes. Voilà. Et donc, si vous voulez les lire, faites-vous plaisir. Si vous voulez l'utiliser, faites-vous plaisir plus. Voilà. Du coup, pour l'authentification, Devise Hot Token, ça marche super bien. Token Hot. Ah ouais, c'est dans ce sens-là? C'est pas dans ce sens? Bref, peu importe. Ça fait pas mal le taf. La dernière dont je vais parler, c'est Pundit, parce que c'est cool d'avoir des utilisateurs. Je sais pas pourquoi je vais cliquer sur ces liens alors que ça marche pas. Mais en fait, en général, ils ont des droits. Tous les utilisateurs n'ont pas accès à la même chose. Et Pundit, c'est une gemme pour gérer ce genre de choses. Et en gros, c'est une gemme où alors, c'est super simple à installer, comme d'habitude. Tu écris ça. Tu ajoutes ceci dans ton application contrôleur de base, le include Pundit, et tu lui demandes de générer l'installation. Voilà. Et ensuite, ça te permet d'écrire des policies. Donc, les policies, elles ont deux choses. Je vais ouvrir les miennes, comme ça, ce sera plus simple. J'ai plus besoin du serializer, donc je peux l'ouvrir. Voilà. Donc, tu en écris une. T'en écris une par modèle, en gros, ou par contrôleur plus que par modèle. Okay. Et en gros, ça correspond au nom des méthodes dans ton contrôleur. Donc, par exemple, moi, je veux que les choses qui aient le droit d'updater une box
c'est le creator uniquement. Donc, si le user courant, c'est le creator, je veux que ça marche, sinon c'est false. Et en fait, comment est-ce que ça s'utilise? Pundit, ça donne la méthode authorize, voilà, qui automatiquement cherche cherche une policy qui a le même nom que ton objet. Donc là, c'est box, donc ça va chercher box policy. Et ça va appeler la méthode qui a le même nom, mais avec un point d'interrogation que ta méthode de contrôleur. Donc là, update point d'interrogation. Ça correspond à... Le record correspond à box qui est ici. Et user correspond à current user dans devise. Voilà, donc ça vérifie. Est-ce que la box que je t'ai passée en paramètre, est-ce que son creator, c'est le user? Et sinon, fail. Et arrête tout de suite. En gros, c'est super simplement. De quoi? Pour faire de l'admin super simplement. C'est ça. Et en fait, c'est pour dire, c'est plus que tout le monde n'a pas les mêmes droits sur tous les objets. Et donc, du coup, c'est pour gérer facilement ces droits-là. Ça marche bien pour les views ou pas aussi? Tu sais, quand il y a des pages ça marche super bien. C'est complètement agnostique de est-ce que c'est dans une API ou pas. Si tu utilises devise, juste devise dans un truc qui render de l'HTML avec de l'ERB, ça va te faire exactement le même taf et ça va aussi bien marcher. Et alors, pourquoi tu utilises celui-ci en plus? Parce que c'est plus simple à rédiger? Devise, ça te permet de gérer tes utilisateurs. Mais imaginons que tu as des articles. Qui est-ce qui a le droit de rédiger, de delete l'article? C'est que le créateur de l'article, c'est pas tout le monde. Ah ouais, bien sûr. Et donc, du coup, devise ne te permet pas de gérer ça. Et donc, du coup, tu es obligé de rajouter un truc pour gérer ce genre de... OK, qui est-ce qui a le droit de le créer? Qui est-ce qui a le droit de le truc? Donc, tu pourrais écrire ici render, error, if, bien sûr. etc. Mais en fait, ça permet de gérer des cas un tout petit peu plus complexes et sans polluer ton contrôleur. Comme d'habitude, je préfère que mes contrôleurs aient le moins de choses possible dedans. Ok. Donc, j'imagine que tu as cette gemme quasiment dans tous tes projets alors. Oui. Pundit, ça marche super bien et c'est super simple à utiliser. Il y a une gemme qui s'appelle Can. Est-ce que c'est un truc qui ressemble? Ça ressemble. Can, c'est la même chose en fait. C'est à peu près la même chose. J'ai trouvé beaucoup plus compliqué à utiliser globalement que Pundit. Pundit, l'avantage, c'est que tu écris des policies et que tu les lis, elles sont triviales à comprendre. Et qu'en général, tu n'as pas besoin de toute la complexité qui est liée à Can. Voilà. Donc, pour ça qu'en général, je conseille Pundit. J'ai une question. Oui. Les policies, elles sont rangées où? Tu crées un dossier policy dans quoi? En fait, ça va créer automatiquement un dossier app policy. Ah oui, quand on installe la gemme, ça crée un dossier et un fichier. Après, tu crées ton fichier pour chacun de tes modèles. Exactement. Et vous verrez dans le README, il explique comment il y a un générateur. Ah, ok. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais quelque part, il explique qu'il y a un générateur pour le faire. Voilà. Ok. Pour un modèle, par exemple. Qui s'appelle Post. Voilà. Super. Et ça te permet de faire une deuxième chose qui est un scope. Voilà. Donc le scope, ça se fait de cette façon-là. Il en génère un par défaut qui fait rien. L'idée, c'est que, alors moi, je m'en sers dans le index ici. Donc ça te donne aussi la méthode qui s'appelle PolicyScope. Donc je lui donne des box déjà. Je les ai créées par createDate. Je les ai order par createDate. Éventuellement, je pourrais avoir un truc beaucoup plus complexe. Tu vois. Donc j'ai un ensemble de choses. Et dessus, ça va automatiquement rajouter un scope en fonction de l'utilisateur courant. Parce que moi, ce que je veux, c'est que... alors là, mon scope, ça dit les box, tu as le droit de les voir uniquement si tu es soit leur créateur, soit que tu as déjà join la box. Ouais. Sinon, tu ne les vois pas par défaut quand tu fais un index. Ok, oui, ça te fait la liste des box que tu as liké, quoi. C'est ça. Que tu as créé. Ouais, c'est ça. Okay. Tu pourrais mettre ce que tu veux, en fait. Si tu rajoutes ce que tu veux en active record ici, et ça l'ajoute à ta liste de choses que tu mets en... Et quel est l'intérêt de faire ça comme ça et de ne pas directement mettre la ligne active record dans l'index? Que c'est toujours la même chose. Je préfère avoir un contrôleur qui est super simple et qui est facile à maintenir, en fait. Et du coup, pour moi, c'est pas la responsabilité de mon contrôleur de gérer les policies, les scopes et ce genre de choses. C'est la responsabilité de la policy. Et en fait, du coup, je sépare tous les trucs en petits bouts et chacun est responsable de gérer
Ok, Ça fait que quand tu maintiens ton app et qu'elle fait des milliers de lignes, c'est beaucoup plus facile. ok. Parce que sinon, tu te retrouves avec des méthodes de contrôleurs qui font des centaines de lignes et tu pleures. Ouais. D'expérience, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà utilisé ce genre de Rails app et c'est vraiment horrible. Et c'est vraiment beaucoup plus dur à gérer, en fait. D'avoir des méthodes qui sont super longues, je crois que c'est quoi la stat? Je crois qu'un être humain, je sais plus si c'est 25 ou 100 lignes, le nombre maximal de lignes qu'il peut avoir dans le cerveau en même temps. Et je crois qu'il peut, en même temps, traquer 4 variables. Donc, si tu es en train de gérer plus de 4 variables dans ta méthode, l'utilisateur est pas, enfin, un programmeur, pardon, pas un utilisateur, un programmeur n'est pas capable de retenir combien valent chaque variable. Voilà. Donc, Déjà, 4 variables et 35 lignes, le mec, il est bon quand même. Hein. ouais, c'est ça. Mais c'est un bon développeur, tu vois. Ouais, Donc, même un bon développeur, il n'est pas capable de faire plus que ça. C'est physiquement pas possible ou alors c'est super rare. Tu vois, en général, si tu as plus de 4 variables, tu es obligé de les noter sur un papier. Voilà, sur un côté. Ah oui, là, ça vaut ça. OK, donc là, ça vaut ça, etc. J'ai déjà eu à traiter des méthodes de 600 lignes avec beaucoup plus de 4 variables. Et ta variable qui est changée ligne 122, elle est utilisée ligne 400. Voilà. Donc, tu peux même pas oublier combien valait ta variable parce que là, il te reparle de ta variable et tu es comme ah fuck, combien elle valait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des petits trucs qui gèrent chacun leur bout. Ça permet que c'est clean à maintenir. Voilà, donc là j'ai parlé de toutes les gemmes dont je voulais parler. Et ensuite, le bout qui vous intéresse, je ne parlerai peut-être pas des tests aujourd'hui, très brièvement, parce que je suis un peu short en temps. Déjà, pour consommer une API, manger, consommer c'est bizarre, je sais pas, bref. Ouais, pour utiliser une API, Bundle Gem, ça permet de créer une gem. Ça permet de créer tout le squelette de la gem par défaut, comme fait Rails New. C'est comme un Rails New, mais pour créer une gem. D'accord. Donc, tu fais Bundle My App, Bundle My Gem, tu as créé ta gem. Bah, Bundle Gem, My Gem, et tu as créé ta gem. D'accord. Ouais, faut mettre le nom ensuite, j'aurais dû le mettre. Je le changerai. Et ensuite, je vous conseille d'utiliser Faraday. Alors, parce que je suis idiot, j'ai pas mis lien. Faraday. Qu'est-ce que c'est que Faraday? Faraday, c'est je crois que vous avez utilisé REST Client, c'est ça vous? Ouais. Ouais. Bah, c'est comme REST Client, mais beaucoup mieux, je trouve. Pour quelle raison? Alors, je vais justement l'expliquer. Ça ressemble à REST Client. Voilà. C'est plus l'idée là. Voilà. Mais sinon, ce que ça a comme gestion, c'est la gestion de connexion. Et donc, tu lui dis, par exemple, à partir de maintenant, je veux une connexion vers ce site. Et ensuite, du coup, tu peux dire ma connexion.get user. Et donc, du coup, automatiquement, il va juste faire /user à la fin de ton URL de base. Donc, tu lui précises ton URL de base une fois et après, il l'utilise automatiquement. D'accord. Je ne sais pas si c'est ultra clair, mais en gros, l'idée, c'est que du coup, tu n'es pas obligé de remettre le http://www.exemple.com sur tous tes liens, parce que c'est chiant. Tu lui dis une fois quand tu initialises ton objet au début, et puis après, plus jamais. Mais sur REST, par exemple, tu définis ton URL qui ressemble à quelque chose. Ouais. Et ensuite, tu fais de la concaténation. Par exemple, ça marcherait de la même façon, non? Oui, ça marcherait de la même façon. Mais si tu as plusieurs get, plusieurs posts, plusieurs put, etc., tu es obligé de le concaténer à chaque fois. Ouais, carrément, ouais. Moi, je sais que quand je fais mes requêtes chez Microsoft, j'envoie la requête, j'envoie ma clé d'identification aussi, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Et éventuellement, ce que tu peux faire, c'est que ton authentification est gérée automatiquement. Je rappelle, moi, ma problématique, c'est que mon authentification. Il y a pas mal je vous laisserai jeter un œil. Il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire en plus avec. En fait, ils ont une notion de middleware. Exactement la même chose que Rails. L'idée, c'est que tu lui dis, par exemple, je veux que tu logs toutes les requêtes qui sont faites. Ouais. Voilà. Oh, c'est bien ça, super bien ça. Voilà, et tu en as plein. Tu as plein de middleware. Je vous laisserai regarder. Tu peux envoyer les headers, j'imagine. De quoi? Tu peux envoyer tes headers aussi. Exactement. Et donc, du coup, c'est mieux. Parce que c'est super chiant à gérer à la main. Parce que je te rappelle que tu es obligé de les sauver parce que ce sera à chaque fois, ils changent à chaque fois. Il faut que tu les réutilises il faut que tu réutilises les derniers qu'on t'a envoyés la fois d'après. Ouais, c'est une tannée, c'est une vraie tannée. Et sachant que si ils n'ont pas changé
si ça fait moins d'une seconde depuis ton dernier appel, tu réutilises les mêmes. C'est-à-dire que tu les changes au mieux, au pire, une fois par seconde. Ouais. Voilà, donc, il y a toutes ces complexités à gérer là. Ok. Non, c'est pas toi que je veux. C'est toi que je veux. Donc, REST Client, il est par défaut dans Race, non? REST Client. Non, je crois pas. Il faut de toute façon ajouter la gemme. D'accord, ok. Bon, bah, donc ça. Okay. Donc, du coup, Faraday. Alors, comment ça? Une gemme dans les trucs un petit peu différents que vous allez voir. Déjà, il y a un. Le gem file est vide. Et il ne faut rien mettre dedans. C'est important. Okay. Les choses se mettent dans ton gemspec, qui est ça. C'est un fichier gemspec qui t'est créé automatiquement quand tu feras le bundle gem. Là, c'est Subox API par exemple. Ça va le créer automatiquement. Et ici, tu ajoutes des dépendances. Un peu comme dans un gemfile. C'est même exactement comme dans un gemfile. L'appel en fait. Et en fait, la différence, c'est que quand tu vas exposer ta gemme pour tout le monde sur RubyGem, en fait, il va se servir de ces listes-là. Okay. Pour tout le monde. Donc, il va gérer ta dépendance. C'est si tu fais gem Subox API, comme ça, il va automatiquement considérer que tu as une dépendance à Faraday et donc la télécharger. Je ne sais pas si je suis clair. C'est quoi ce fichier? Il est où? Alors, du coup, j'ai créé une gem, c'est un... Subox API, et il te crée automatiquement le nom de ta gem, .gemspec. Ah oui, d'accord. Et lui, il correspond à qu'est-ce qu'il y a dans ta gem. Donc, dedans, il y a un nom, il y a une description de base. Il y a une homepage pour que tu es obligé de mettre, un email, qui est-ce que tu es, des trucs qui te sont générés automatiquement que tu ne changes pas. Et tes dépendances. Donc ça c'est les dépendances que moi j'utilise en dev pour développer. Donc si vous avez suivi ma vidéo sur les tests, il y en a pas mal que vous connaissez déjà. Faker, AirSpec, celui-là qui permet d'avoir un Nyan4 quand tu fais des tests, Pry pour débugger, AirSpec, Rubocop, Simplecov, VCR dont j'ai déjà parlé. Voilà. Donc, je vais en reparler. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, elle est en public. Vous y avez accès déjà. Vous pouvez déjà regarder ce que j'en ai fait. Et donc, du coup, vous aurez un exemple que vous pourrez copier-coller de VCR, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, l'authentification, comment je la gère? Alors, comment est-ce que je construis une gemme pour consommer une API? Dedans, j'ai toujours une classe qui s'appelle client. Voilà. En fait, je vais ouvrir la doc. Parfait. Ok, comment marche ma doc? Comment marche ma gemme? L'idée, c'est que tu crées un client de cette façon-là. Donc, le nom de la gemme, client. .new, là, tu lui donnes tout ce dont tu as besoin. Et ensuite, tu utilises ton client de cette façon-là. Client.la ressource, ce dont tu as besoin. Donc là, c'est je veux toutes les boxes. Donc en fait, je veux qu'il aille vers ma méthode index, en vrai. Et donc du coup, il va stocker toutes les infos de cette façon-là. Donc du coup, je disais, j'ai une méthode client, j'ai une classe client dans mon Subox API qui, quand tu fais new, commence par générer une connection en Faraday, dont je parlais plus tôt. L'URL, c'est l'URL que tu m'as passé. Alors, par défaut, il y a vous connaissez cette notation avec les 2 points ou pas? Ouais. Oui, c'est un symbole. Oui, mais en fait, ils sont après et dans les paramètres de ma méthode. Ah, non. Okay. Alors, du coup, ce que ça permet de faire, ça permet de, quand tu l'utilises, ça permet d'avoir des paramètres nommés. Et donc, du coup, c'est quand je fais un new, je dis l'URL, c'est ça, le username, c'est ça, le password, c'est ça. Et en fait, il va les mapper automatiquement avec ça. Et ça se comporte comme des paramètres normaux. Après, regarde, URL, j'utilise comme un URL normal, username, j'utilise comme un paramètre normal. Et ça permet d'avoir des noms, en fait, à tes paramètres. Et comme ça, l'utilisateur, déjà, il sait quel paramètre quoi correspond à quoi. Et ensuite, il peut se tromper d'ordre. Il peut mettre l'URL en premier, le username en premier, le password en premier, ça ne change rien pour lui.
En fait, c'est comme s'il passait un hash et que ton hash, tu le parsais ici, en fait. Donc là, tu utilisais des hashes plutôt que des paramètres. C'est un truc qui a été donné par Ruby 2.1, je crois, où à partir de ce moment-là, tu pouvais mettre des paramètres comme ça qui correspondent à des paramètres nommés. Si il n'y a rien après, si c'est 2 points virgule, c'est un paramètre qui est obligatoire. Si c'est 2 points et ensuite quelque chose, c'est un paramètre qui est optionnel et par défaut, ça c'est la valeur par défaut. Ouais. Ok. C'est une notation qui est assez pratique en Ruby. J'aime bien l'utiliser dans les API parce que la personne qui va m'appeler n'a pas besoin comme ça de connaître l'ordre de mes paramètres. S'il y a genre 3 paramètres, il peut les mettre dans n'importe quel ordre. Et comme ils sont nommés, il sait ce qu'il fait. C'est plus simple. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, du coup, quand je crée ma connexion, je rajoute donc l'adaptateur, ça c'est obligé de le mettre. C'est qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire ses appels. Faraday, en fait, c'est une surcouche. Derrière, il utilise NetHTTP, qui est une librairie de base de Ruby, pour faire ses appels HTTP. Vous vous en foutez, il faut juste le mettre en dernier toujours. Voilà. C'est dans la doc de Faraday, il l'explique. Et ensuite, ça, il l'explique assez mal, mais c'est comment est-ce que tu crées toi-même tes propres middleware. Et donc là, du coup, j'ai un middleware qui va gérer tout seul mes tokens d'authentification. Déjà, avant ça, je vais montrer comment marche ma box. Ma box, voilà, la méthode all. Voilà, pardon, il a une méthode box qui permet donc du coup, quand tu fais client.box, ça te renvoie ça, qui est un nouvel objet de type box à qui je donne ma connexion. Parce que ma connexion, je veux qu'elle soit toujours trimballée partout. Parce que ma connexion Faraday, elle contient mes tokens d'authentification. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. Et donc du coup, la méthode all, c'est juste qu'elle va faire un get sur /v1/boxes. Et qu'ensuite, si c'est un succès, elle essaye de parser le body, sinon, et qu'elle renvoie ce que ça vaut. Donc du coup, tu vois, il n'y a aucune notion d'authentification ici, et c'est pas du tout elle qui la gère, et c'est pas du tout son problème. Ça fait que tout le reste de ton API est beaucoup plus facile à gérer, parce que tu n'as pas besoin de gérer l'authentification, parce que c'est géré de base avec les middleware Faraday. Ok. Voilà. Comment est-ce que ça marche ? Donc c'est un petit peu chiant à écrire un middleware Faraday. Mais si vous utilisez Device Token, vous pouvez juste me piquer celui-là, ce qui marche très très bien. Mais éventuellement, c'est pas compliqué. Le truc, c'est qu'il faut juste que tu aies une méthode call qui soit écrite. La méthode initialize n'est pas obligatoire. Là, c'est parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de lui donner le username, le password et l'URL. Okay. Donc juste pour qu'il les stocke. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je fais, c'est je les stocke et j'appelle super parce que j'ai besoin d'appeler celui de Faraday ou middleware. Et le call, ce qu'il fait, c'est qu'il est appelé avant et après chaque requête. Avant, c'est ce bout-là du code qui va être exécuté. Donc là, je lui dis, dans mes headers de ma requête, rajoute mes tokens. Rajoute mon token. Méthode token, on en reparle dans 5 secondes. Et ça, c'est ce qui est exécuté après la requête. Et je lui dis, récupère les headers de ma réponse et parse les tokens qui sont dedans, les tokens d'identification qui sont dedans. Voilà. Et donc, du coup, mes méthodes, elles sont assez simples. Hein. Le token, c'est s'il y en a un, tu le renvoies. Sinon, tu sign in et tu le renvoies. Sign in, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un post sur sign in avec le username password et ça récupère les tokens d'authentification qui sont dedans. Et qu'est-ce que ça fait, le truc qui récupère les tokens d'identification ? C'est si dans le retour, j'ai eu un access token, alors je les stocke dans mon @token. Et après, du coup, je peux utiliser @token partout. Je ne sais pas si c'est clair. Au pire, je vous laisserai relire. Il y a des tests qui expliquent comment ça marche. Comme d'habitude. Voilà. Donc ça permet que du coup, tout le reste de mon API, tout ce que je vais écrire, c'est vraiment ce genre de choses. Quoi. J'utilise ma connexion qui gère l'authentification pour moi, et après, t'écris ici ton parsing, en fait, de comment est-ce que tu peux parser ta requête.
il n'y a pas grand-chose de spécial à faire, à expliquer sur ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. On pourra parler éventuellement d'une API en particulier sur comment est-ce qu'on peut gérer l'hôte, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Mais honnêtement, les middleware vous permettent de gérer 99% des cas d'authentification d'API, quelle qu'elle soit. Ça peut être chiant à écrire, mais tu l'écris une fois et après, tu n'as plus jamais besoin de gérer l'authentification et c'est pas mal pour ça. Cool. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses dont je voulais parler? Je parlerai pas. Pour les tests, il n'y a pas. C'est la même chose que pour du Rails classique. Le seul truc qui est vraiment important, c'est se dire que, par exemple, comme moi, j'ai une gemme ici, je peux vérifier que, comme mes tests de ma gemme font des vrais appels vers mon API, donc j'ai besoin d'avoir mon API qui roule en même temps, mais du coup, je vérifie que mon API marche bien avec cette gemme. Parce que du coup, je suis capable de faire un appel et il marche, et je peux vérifier qu'il marche. Voilà. Surtout que comme tu n'as pas de views, vu que tu n'as qu'une API de base, tu as vachement besoin de faire des tests. C'est ça. Oui, complètement. C'est ça. Et Postman, j'ai dit qu'on parlerait. Je ne pouvais pas cliquer sur le lien. Postman, ça ressemble à ça. Ça permet de faire des dossiers. Et dans tes dossiers, tu peux tester tu peux enregistrer des requêtes pour ensuite les tester. C'est par exemple là, c'est une requête de type si je fais un post vers hôte avec ces paramètres, alors je peux le tester. Je ne sais pas si mon API roule. Oui, voilà. J'ai donc je crée un nouvel utilisateur et je sais que ça va me renvoyer ce genre de choses. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, ça permet de tester et de faire des requêtes à la main et éventuellement de les sauvegarder pour plus tard quand on a besoin. Ok. Yes. J'ai déjà joué un petit peu avec Postman. Ouais, c'est super, super pratique. Dans les autres trucs utiles. Et toi? Oui. Quoi? Tu peux compris. Ça marche que sur une API que tu crées, non? Non, tu peux appeler tout ce que tu veux avec. Ah, c'est cool. Ok. Ça permet de faire des tests. Ça permet de faire des tests et puis même de te faire une espèce de doc de toutes les URL que tu as appelées et de comment est-ce que tu les appelles. Ouais. Et pour le configurer, il faut le faire à la mano quand même. Comment on crée par exemple dans une URL et Ah non, tu les crées à la main. Tu écris tout à la main. À la main quand même. Okay. Mais bon, après c'est gardé quelque part et puis. Oui. Et aussi, Isa, certains éditeurs, par exemple l'API Uber, te donne un lien Postman. Et en fait, tu as déjà l'environnement qui est configuré. Ah, c'est ça. Ouais, tu peux l'exporter en fait. Tu as un export. Voilà. Qui du coup permet de dire aux gens voilà comment ça marche. Ah, sympa. Je sais que tu peux aussi en faire de la doc et je crois que tu peux même faire des tests automatisés avec. Et sinon, si tu as des sites avec qui utilisent une API interne mais qui est un peu ouverte, qui n'est pas trop fermée, tu peux t'en servir pour tester leur truc, pour voir comment tu peux scraper leur data aussi. Pas trop fermé. Ouais, enfin, quand ils utilisent une API mais qui pour l'affichage des pages, mais des fois tu t'aperçois qu'en fait ils mettent pas trop de pour les requêtes ou des trucs comme ça. Ouais. Effectivement. Allô? Oui. Vince? Oui, je suis là. Allô? Allô? Oui. On t'entend pas, Isa. On t'entend, mais c'est coupé en fait. Ah, ça y est, ok. Yes. Oui. Ok, ah ouais, mais si, ça m'intéresse de ouf. Je vais regarder, parce que j'ai fait ça. J'ai utilisé justement le fait qu'un site utilise une API pour afficher ses pages, pour scraper toutes les données. Et, je pourrais voir comment je peux scraper en testant avec Postman, alors du coup. Oui, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Ah, cool. Voilà. Et donc, du coup, je pense que j'ai mis le lien là-dedans. Si je ne l'ai pas fait, je suis un idiot. Je ne l'ai pas fait, parfait. Mais non, je l'ai mis dans le Slack, le lien vers ma gemme à moi. C'est génial.
Donc, en gros, moi, si j'ai une base de données qui existe déjà, il faut que je la supprime et que je la réinstalle avec ça, quoi. C'est-à-dire. Comment ça? Pour avoir une UID au lieu d'avoir un. Ah oui, tu n'auras pas le choix. Tu es obligé de. Si tu veux un UID, oui, tu seras obligé. Je vais le faire dès maintenant, comme ça sera propre. Bah, en fait, tu le fais le plus tôt possible, comme ça, avant que tu aies des utilisateurs, quoi. Tant que tu n'es pas en prod, c'est pas grave de supprimer une database. Ah bon? Oui, mais ça va forcément supprimer la database, le UUID? Ou Bah, ça va juste remplacer la... Non, si tu veux migrer d'un ID vers un UID, Oui. tu vas être obligé de détruire ta database. Ou alors, Ah bon? il y a peut-être possibilité de faire une migration, mais je sais pas à quel point c'est facile. Je pourrais regarder si tu veux. Je regarderai à quel point c'est facile de faire une migration, mais je pense que c'est technique. Et sinon, si par exemple, tu as déjà une database, à la limite, tu te l'exportes et tu fais un DB-seed après. Ouais, ou tu recharges ton fichier SQL d'une façon ou d'une autre, effectivement, ça pourrait marcher. Tu fais un script d'import. Ouais. Mais effectivement, changer le type, les ID, ça peut être très technique. Ouais, autant pas se lancer là-dedans, mais récupérer les users. Bon, ce sera pour mes prochaines apps, hein, je pense. C'est ça. Au pire, c'est pas grave si tu en as une qui ne le fait pas pour l'instant. Je regarderai à quel point c'est facile de faire une migration, à quel point je peux te donner un espèce de script qui le fait tout seul. Ah, c'est gentil, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas trop critique. Je croyais que justement, tu disais que tu n'avais pas de user et que c'était pour ça que tu faisais des trucs à la console. Oui, j'ai pas de user, mais j'ai beaucoup de données. Ah, ok. En fait, c'est juste que j'ai beaucoup de données et je veux pas les perdre parce qu'elles sont plus accessibles. Je les ai scrappées, je les ai sauvegardées. Sur Algoski? Ouais, sur Algoski. Okay. Est-ce que tu ne devrais pas les stocker ailleurs que dans ta database, du coup? Ta database, elle est où? Les données? Ouais. Sur Heroku. Ok. Tu conseilles quoi, Denis? Heroku, c'est relativement safe. C'est quand même pas mal safe, donc ça va. Si tu m'aurais dit je les ai uniquement en local sur un serveur, je t'aurais fait non, si ton serveur il explose, tu perds tes datas. Non, jamais. Heroku, je sais pas à quel point ils répliquent leur database, etc. Mais éventuellement, un disque dur, ça meurt. Pour l'instant, tes datas sont sur un disque dur quelque part. Donc, si elles sont super précieuses, à un moment, fais un dump de database et puis récupère tes données dans un énorme fichier SQL que tu stockes sur Dropbox, email, que tu veux. Hein. Tu te débrouilles sur comment tu le stockes de manière secure. Mais voilà, Heroku, je pense qu'ils font pas de réplication et que surtout en gratuit, ils font pas de réplication et que si jamais ta database explose, bah, tu perds tes datas. Je suis pas en gratuit, je suis en hobby. Pareil. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas l'hobby, c'est le database, il est différent. Oui, en database, je sais pas ce que j'ai. Si tu as la version de base, c'est la version. La première chose que j'ai fait, c'est de faire la migration de ma database sur un gros truc chez Heroku. Ok, donc tu as quand même un gros. Enfin, un gros truc, j'ai le truc pas gratuit, quoi. Tu as le truc pas gratuit. Donc, je crois qu'il y a du réplication sur la version pas gratuite. Ouais, je crois, c'est celui à $7. Ouais, $7, je crois. Je vais vérifier quelle réplication, en fait. Non. Alors, comment tu fais? Faut aller voir les add-ons. J'ai Hobby Basic. Attends, ça doit être marqué sur le page de pricing. Ouais, ça doit être là-dedans, je pense qu'il t'est dit. Où est-ce que. Dans ma base de données, non, c'est géré par le Hobby Basic et le Hobby Dev, en fait. Donc le Hobby Basic, donc celui-là, du coup. Ouais, ou j'ai Hobby Dev plutôt, Hobby Dev. Hobby Dev, c'est la version free. Ah non, c'est Hobby Basic. Alors. Ok, donc la version payante. Est-ce qu'il y a des trucs importants dedans? Après, voilà, c'est Maroon. Postgres Maroon. Maroon. Je sais pas ce que c'est, mais d'accord. Postgres Maroon, tu dis? C'est genre sur dans les add-ons de... Oui, exactement, de Heroku. Ils ont encore changé leur truc. C'est bien Heroku quand même. Hein. C'est super fort Heroku. En fait, Denis, j'utilise maintenant le déploiement continu, c'est top. Hein. C'est pratique, hein? C'est quoi ça, le déploiement continu? J'ai fait une vidéo. Ouais. J'ai pas encore regardé le replay de la première. Mais sinon, on peut en parler un petit peu, Isa. C'est mortel. Alors, par contre, je vais couper la vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue et on a déjà regardé assez de trucs. Ah oui, pour les gens qui regarderont après coup.
C'est ça. Bah, pour l'enregistrement, je pense que c'est largement suffisant. Tu as accès au texte ou pas? Tu lis ce que je t'envoie? Suspends l'enregistrement.